Agatha Raisin. Enquête. Cadavre au salon de thé. Une tasse de trop. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Les Dossiers Beaton. Ce soir, nous retournons dans les collines verdoyantes des Cotswolds, où les cottages au toit de chaume cachent parfois des secrets bien plus sombres que des recettes de confiture ratées. Imaginez un instant. La porcelaine fine teinte doucement, l'odeur des scones tout chauds embaume l'air, et le murmure des conversations polies dissimule une rancœur mortelle. Dans notre histoire du jour, une nouvelle venue très sophistiquée bouscule l'ordre établi de Carceli, et Agatha Raisin découvre que la jalousie peut être un poison tout aussi redoutable que l'arsenic. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour mettre un j'aime et vous abonner. Mais seulement si ce que je fais ici vous plaît. Dites-nous où vous vous trouvez et quelle heure il est en ce moment dans les commentaires. J'adore savoir depuis quel coin du monde vous menez l'enquête avec nous. Maintenant, éteignez la lumière, allumez peut-être une lampe pour une lueur tamisée, et c'est parti pour cette soirée. Chapitre 1. Une cuillerée de jalousie. Agatha Raisin n'était pas d'humeur. Elle était assise devant la coiffeuse de sa chambre dans son charmant cottage de Carlisle et fixait son reflet avec une moue désapprobatrice. Malgré la crème coûteuse qu'elle s'était tartinée sur le visage la veille au soir, elle trouvait que ses yeux, petits comme ceux d'un ours, semblaient encore plus enfoncés que d'habitude. Elle tira sur une mèche de ses cheveux bruns, fraîchement colorés, et soupira. À ses pieds, Hodge et Boswell, ses deux chats, menaient une danse complexe autour de ses chevilles, miaulant avec cette insistance particulière qui signifiait qu'ils n'avaient pas mangé depuis au moins 20 minutes et qu'ils étaient convaincus de mourir de faim d'une seconde à l'autre. « Oh, taisez-vous, voodoo !» grommelait Agatha en se levant. Elle enfila une robe en jersey bleu marine qu'elle espérait annonçante, bien que la fermeture éclair semblât résister un peu plus qu'elle ne l'aurait souhaité au niveau des hanches. C'était la faute de la vie à ma campagne, se dit-elle. Trop de thé, trop de biscuits et pas assez de stress urbain pour brûler les calories. Elle descendit à la cuisine, remplit les gamelles des félins qui se jetèrent dessus sans un regard de gratitude et se prépara un café noir. Carlisle était baigné d'une lumière dorée de fin de printemps. C'était le genre de matinée qui ferait s'extasier les touristes. Les roses trémières commençaient à grimper le long des murs de pierre couleur miel et les oiseaux chantaient comme s'ils étaient payés pour le faire. Mais Agatha ne prêtait aucune attention à la beauté bucolique. Son esprit était tout entier occupé par une seule et unique obsession, The Honeybee Tea Room. Depuis 2 semaines, on ne parlait que de ça. Un nouveau salon de thé avait ouvert ses portes juste à côté de la place du marché, remplaçant la vieille mercerie poussiéreuse. Et sa propriétaire, une certaine Celia Harcourt, était devenue la coqueluche instantanée du village. Agatha but son café d'un trait, grimaçant à cause de l'amertume. Elle avait résisté jusqu'à présent. Elle était restée fidèle aux établissements habituels, ou du moins elle avait prétendu être trop occupée par les affaires de son agence de détective, qui, pour être honnête, était au point mort, pour aller se mêler à la foule curieuse. Mais ce matin, elle avait appris une nouvelle qui avait fait bouillir son sang. James Lacey avait été vu là-bas, 2 fois. James Lacey, son voisin, son ex-mari, l'homme qu'elle aimait détester et qu'elle aimait tout court, malgré son incapacité chronique à s'engager. Si James fréquentait cet endroit, Agatha devait y aller. C'était une question de surveillance territoriale. Elle attrapa son sac à main, remit une couche de rouge-lèvres vif et sortit en claquant la porte. En marchant vers le centre du village, elle croisa Madame Blocksby, la femme du pasteur. Celle-ci, vêtue de son habituel ensemble sage et confortable, lui adressa un sourire doux mais inquiet. « Bonjour Agatha, dit Madame Blocksby. Vous avez l'air déterminée. Où allez-vous dans Passy militaire ? Je vais simplement voir de quoi il retourne avec ce fameux nouveau salon thé, répondit Agatha, en essayant de paraître décontractée. Tout le monde en fait tout un plat. Je veux voir si les gâteaux sont à la hauteur de la réputation. Les yeux de Madame Blocksby se plissèrent légèrement. Celia Harcourt a, disons, une personnalité très affirmée. Elle a beaucoup d'idées pour la paroisse. Essayez d'être diplomate, Agatha. Je suis toujours diplomate, mentit Agatha avec aplomb, avant de reprendre sa marche. Lorsqu'elle arriva devant The Honeybee Tea Room, elle dut admettre à cœur que l'endroit avait de l'allure. La vitrine était impeccable, décorée de nappes en dentelle et de présentoirs de pâtisserie qui semblaient sortir d'un magazine culinaire sur papier glacé. L'enseigne,
peinte à la main avec une délicatesse exquise, représentait une abeille dorée sur fond vert sauge. Agatha poussa la porte. Une clochette tinta joyeusement. L'intérieur était bondé. Il semblait que la moitié de Carcely s'était donné rendez-vous ici. Il y avait des tables en fer forgé peintes en blanc, des coussins à motifs fleuraux et une odeur enivrante de bergamote et de vanille. Et là, au fond de la salle, assis à la meilleure table près de la baie vitrée, se trouvait James Lacey. Il riait. Il ne riait jamais autant avec Agatha. Et en face de lui se tenait une femme qui devait être Celia Harcourt. Celia était grande, mince, avec une cascade de cheveux blonds parfaitement coiffés qui tombaient sur ses épaules dans un désordre savamment orchestré. Elle portait une robe d'été légère qui soulignait sa taille fine sans être vulgaire. Elle posa une main délicate sur le bras de James en s'esclaffant à quelque chose qu'il venait de dire. Agatha sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage. Elle avança, se frayant un chemin entre les tables comme un brise-glace dans l'Arctique. « James !» lança-t-elle d'une voix forte, faisant tourner plusieurs têtes. « Quelle surprise de te trouver ici !» James sursauta légèrement et retira son bras de sous la main de Celia, mais son expression restait polie, quoique légèrement agacée. « Bonjour, Agatha. Je ne savais pas que tu étais amatrice de thé fin. » Celia Harcourt se tourna vers Agatha. Elle avait des yeux d'un bleu perçant et un sourire qui ne montait pas tout à fait jusqu'à son regard. « Oh, vous devez être la célèbre Agatha Raisin !» dit Celia avec une voix qui ressemblait à du sirop versé sur de la glace pilée. « James m'a tellement parlé de vous. Il m'a dit que vous étiez un personnage haut en couleur. » Agatha se raidit. « Je suis détective privée, » dit-elle sèchement, et accessoirement l'ancienne épouse de James. « Bien sûr, répondit Celia, en balayant l'information d'un geste de la main. Elle scanna Agatha de la tête aux pieds, son regard s'attardant une microseconde de trop sur la taille de la robe d'Agatha. « Bienvenue au Honey Bee. Nous avons une excellente sélection de tisanes drainantes, si cela vous tente. Ou peut-être préférez-vous nos scones. Ils sont délicieux, même si je conseille toujours la modération à mes clientes qui ont, un goût prononcé pour les petits excès de beurre. » Le silence tomba sur les tables environnantes. Même le bruit des cuillères remuant le thé sembla s'arrêter. Agatha resta bouche bée un instant, l'insulte flottant dans l'air comme une mauvaise odeur. Elle vit Derek Hargreaves, l'épicier, étouffer un petit rire nerveux au comptoir, tandis que Lily Tanner, une jeune fille timide qui servait les gâteaux, baissait les yeux, rougissant de gêne pour elle. James, mal à l'aise, se racla la gorge. Celia, Agatha a une excellente constitution. Mais je n'en doute pas, s'exclama Celia avec un rire cristallin. Je disais cela pour son bien. La santé est notre bien le plus précieux, n'est-ce pas? Allez, installez-vous où vous pouvez, Agatha. Je vais vous faire apporter le menu. Agatha sentit la rage pulser dans ses tempes. Elle avait envie de renverser la table, de jeter la théière en porcelaine de Saxe à la figure de cette femme parfaite et condescendante. Mais elle savait que si elle faisait un scandale maintenant, elle passerait pour la mégère jalouse et hystérique que tout le village s'attendait à voir. Elle redressa le menton, mobilisant tout ce qui lui restait de dignité. « Non, merci », dit Agatha d'une voix tremblante de colère contenue. « J'ai soudainement perdu l'appétit. L'air est un peu trop sucré ici pour moi. » Elle tourna les talons et sortit du salon de thé, le cœur battant la chamade. Dehors, elle prit une grande inspiration. Elle n'allait pas en rester là. Personne n'humiliait Agatha Raisin en public, surtout pas devant James Lacey. Cette Celia Harcourt venait de se faire une ennemie mortelle, et Agatha ne savait pas encore à quel point ce terme allait s'avérer prophétique. Chapitre 2. La charité a ses limites. Agatha Raisin passa les 3 jours suivants dans un état de fureur bouillonnante qui aurait pu faire cuire un œuf sur son front. L'humiliation subie au Honey Bee Tea Room tournait en boucle dans son esprit, chaque réplique cinglante de Celia Harcourt s'amplifiant avec le temps, comme une mauvaise chanson pop qu'on ne peut s'empêcher de fredonner. Un goût prononcé pour les petits excès de beurre, l'audace de cette femme. Pour calmer ses nerfs, Agatha s'était lancée dans une frénésie de ménage, terrifiant sa femme de ménage Doris en récurant des plaintes qui étaient déjà propres. Elle avait même tenté de cuisiner un curry, une entreprise qui s'était soldée par une cuisine enfumée et 2 chats indignés refusant catégoriquement de toucher à leur gamelle, préférant chasser des musaraignes imaginaires dans le jardin. Le mardi matin, Bill Wang, le sergent de police local, passa la voir.
Il la trouva dans son salon, entourée de piles de magazines de mode, en train de chercher agressivement une nouvelle coiffure qui crierait sophistication et non femme d'âge mûr désespérée. « Vous avez l'air d'aller bien », mentit poliment Bill en acceptant la tasse de café instantané qu'Agatha lui tendit. Il s'assit sur le canapé, écartant doucement Boswell qui tentait de faire ses griffes sur son pantalon d'uniforme. « Je vais très bien », aboya Agatha. « Pourquoi n'irais-je pas bien ? Juste parce qu'une mégère blonde peroxydée a décidé de s'approprier le village et apparemment mon ex-mari ?» Bill soupira. Ses yeux en amande, habituellement rieurs, montraient une trace de fatigue. « Agatha, tout le village en parle. On raconte que vous êtes sortie de son salon de thé avec de la fumée sortant par les oreilles. Derek Hargreaves raconte à qui veut l'entendre que vous avez menacé de brûler la boutique. »« C'est ridicule !» s'insurgea Agatha. « Je n'ai rien dit de tel. J'ai simplement exprimé mon désaccord culinaire. Et Derek Hargreaves est un idiot. Il est juste furieux parce que sa propre femme passe ses journées là-bas à dépenser l'argent du ménage en pâtisserie hors de prix. »« Peut-être, » concéda Bill. « Mais faites profil bas, s'il vous plaît. Ce dimanche, c'est le grand thé de charité au profit de la réfection du toit de l'église. Célia Harcourt organise tout. » Agatha reposa sa tasse avec un cliquetis sec. « Je croyais que c'était Edith Prose qui s'occupait des thés de la paroisse depuis la nuit des temps. »« C'était le cas, » dit Bill en grimaçant. « Mais Célia a convaincu le conseil paroissial qu'elle pouvait récolter le double des fonds en organisant un événement haut de gamme au Honeybee. Edith est, disons, mécontente. » « Mécontente ? Si je connais Edith, elle doit être en train d'aiguiser ses aiguilles à tricoter, » ricana Agatha, sentant une petite pointe de satisfaction à l'idée que Célia ne s'était pas fait que des amis. « Quoi qu'il en soit, » reprit Bill en se levant, « James y sera. Il a accepté de parrainer l'événement. » Le cœur d'Agatha fit un bond douloureux dans sa poitrine. James, encore. « Je vois, » dit-elle froidement. « Eh bien, je suppose que je vais devoir y aller aussi. Après tout, je suis une pilier de la communauté, n'est-ce pas ? Je ne voudrais pas qu'on croie que je boude. » Bill la regarda avec appréhension. « Agatha, promettez-moi de ne pas faire de scandale. »« Moi ? Un scandale ? Jamais, Bill. Je serai la douceur incarnée. » Le dimanche arriva, apportant avec lui un ciel gris et menaçant typique des Cotswolds, qui semblait hésiter entre une bruine dépressive et une averse franche. Agatha passa 2 heures à se préparer. Elle avait opté pour un tailleur-pantalon en soie crème, très chic, très cher et terriblement risqué pour un thé où la confiture de fraises circulait librement. Elle avait complété sa tenue par des talons vertigineux qui lui faisaient un mal de chien, mais allongeaient ses jambes, et une quantité généreuse de son parfum préféré, l'heure bleue. Lorsqu'elle arriva au Honeybee Tea Room, l'endroit bourdonnait déjà d'activité. Célia avait fait les choses en grand. Des tables supplémentaires avaient été installées sur le trottoir, sous un auvent rayé, et l'intérieur était décoré de guirlandes de fleurs fraîches qui devaient avoir coûté une fortune. Une petite pancarte à l'entrée annonçait « Thé de charité, élégance et saveur » au profit de l'église de Carsley. Entrée, 5 livres. 5 livres ? C'était du vol qualifié pour Carsley, pensa Agatha en fouillant dans son sac. Habituellement, les thés de la paroisse coûtaient 50 pence et incluaient un sourire édenté de la vieille Madame Josephs. À l'intérieur, Agatha repéra immédiatement James. Il était debout près du comptoir, vêtu d'une veste en tweed qui lui donnait cet air d'intellectuel distrait qu'elle trouvait irrésistible. Il discutait avec le vicaire, Alf Bloxby, qui avait l'air ravi de tenir une assiette remplie de petits fours sophistiqués. Agatha prit une grande inspiration, rentra le ventre et s'avança dans la mêlée. « Agatha !» s'écria Madame Bloxby en la voyant arriver. La femme du pasteur avait l'air soulagée de voir un visage ami, bien qu'elle semblât un peu dépassée par l'ampleur de l'événement. « Je suis si contente que vous soyez venue. N'est-ce pas magnifique ? C'est certainement quelque chose, » répondit Agatha en observant la salle. Dans un coin, assise seule à une table, Edith Prose ressemblait à un orage prêt à éclater. C'était une femme corpulente, habituée à régenter les dames de la paroisse avec une main de fer gantée de laine. Elle fixait Célia Harcourt, qui virevoltait entre les invités, avec une haine pure et non diluée. Agatha décida d'aller tâter le terrain. « Bonjour, Edith », dit Agatha en s'asseyant face à elle. « Un événement charmant, n'est-ce pas ?» Edith renifla avec mépris. « Charmant, c'est une mascarade, Agatha. Regardez ça. Des macarons à la pistache,
Des sandwichs au concombre sans croûte coupés en triangles isocèles? Où sont les bons vieux cakes aux fruits? Où est l'âme de notre village? Elle pointa un doigt tremblant vers Célia. Cette femme a ensorcelé le conseil. Elle leur a promis monts et merveilles. Moderniser la charité, a-t-elle dit, comme si la charité avait besoin d'être à la mode. C'est mon rôle qu'elle a pris. 30 ans que j'organise l'été et on me jette comme une vieille chaussette pour une arriviste avec un joli sourire et des recettes volées. Volées? Demanda Agatha, son radar de détective s'activant instantanément. Demandez donc à la petite Lily, grogna Edith en désignant la cuisine d'un signe de tête. C'est elle qui fait tout le travail. Cette Célia ne sait pas faire bouillir de l'eau sans brûler la casserole. Mais c'est elle qui recueille les lauriers. Agatha jeta un coup d'œil vers la porte battante de la cuisine. Elle entrevit Lily Tanner, le visage rouge et les cheveux en bataille, portant un plateau lourd de théière en argent. La jeune fille avait l'air au bord des larmes. Agatha se leva, prétextant aller saluer le vicaire, mais fit un détour par le comptoir, où Derek Hargreaves, l'épicier, se tenait, l'air sombre. Il regardait sa femme, qui riait aux éclats à une blague de Célia, à l'autre bout de la pièce. « Bonjour, Derek, » dit Agatha. « Le commerce va bien ?» Derek sursauta. « Oh, Agatha, le commerce? Quel commerce? Tout le monde est ici à dépenser son argent dans ces frivolités. » Il baissa la voix, son visage se tordant d'amertume. « Elle ruine ce village, elle monte les têtes. Ma femme ne jure plus que par elle. Célia dit que nous devrions manger bio. Célia pense que nous devrions repeindre la boutique en gris perle. Je vous le dis, Agatha, cette femme est un poison. Elle divise les gens. »« Un poison ?» répéta Agatha pensivement. Soudain, le tintement d'une cuillère contre un verre résonna dans la salle, faisant taire le brouhaha des conversations. Célia Harcourt se tenait au centre de la pièce, rayonnante, une tasse de thé délicate à la main. Elle portait une robe jaune pâle qui la faisait ressembler à une jonquille très coûteuse. « Mes chers amis, » commença Célia d'une voix claire et mélodieuse, « je suis tellement émue de vous voir tous ici aujourd'hui pour soutenir notre chère Église. Je sais que certains d'entre vous... » Elle laissa traîner son regard, qui s'attarda un instant sur Edith Prowse, puis sur Agatha. Étaient sceptiques quant à ma vision. Mais regardez autour de vous, le succès est au rendez-vous. Il y eut quelques applaudissements polis, menés vigoureusement par James Lacey, ce qui fit grincer les dents d'Agatha. « Je voudrais porter un toast, » continua Célia, levant sa tasse, « à l'avenir de Carcely. Un avenir plus brillant, plus raffiné et débarrassé de la poussière du passé. Et je voudrais remercier tout particulièrement James pour son soutien inestimable. » Elle sourit à James de façon suggestive, puis porta la tasse à ses lèvres. Agatha observa la scène avec une jalousie féroce, souhaitant presque que le thé soit froid ou trop infusé. Célia but une longue gorgée. Elle ferma les yeux, comme pour savourer le moment. « C'est un mélange spécial, » annonça-t-elle à l'Assemblée. « Le rêve de Carcely, une création exclusive que je compte commercialiser très bientôt. » Sa voix se brisa soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent, non plus de plaisir, mais d'une surprise totale et terrifiante. La tasse en porcelaine lui échappa des mains et se fracassa sur le carrelage dans un bruit de tonnerre miniature, éclaboussant sa robe jaune de taches brunes. Célia porta les mains à sa gorge. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun son ne sortit, seulement un gargouillis étrange et humide. Son visage, si parfait quelques secondes plus tôt, devint d'une pâleur cireuse, puis vira rapidement au rouge violacé. « Célia ?» demanda James en s'avançant, l'air inquiet. Célia fit un pas chancelant en arrière, heurtant une table et renversant un présentoir de scones. Elle tendit une main vers James, les doigts crispés en griffes, avant que ses genoux ne cèdent. Elle s'effondra lourdement sur le sol, au milieu des débris de porcelaine et des pâtisseries écrasées. Un silence de mort s'abattit sur le salon de thé. Puis, quelqu'un hurla. Agatha ne hurla pas. Ses instincts prirent le dessus. Oubliant ses talons et sa dignité, elle se précipita vers le corps gisant, bousculant au passage un vicaire pétrifié. Elle s'agenouilla près de Célia. Les yeux bleus de Célia étaient grands ouverts, fixant le plafond avec une expression d'incrédulité figée. Son corps était secoué de spasmes violents qui s'apaisèrent rapidement pour laisser place à une immobilité terrifiante. Agatha posa 2 doigts sur le cou de la femme. La peau était encore chaude, mais il n'y avait aucun pouls. Une légère odeur d'amandes amères flottait autour des lèvres de la défunte,
se mêlant bizarrement au parfum sucré de la pâtisserie. Agatha levait les yeux. Elle vit James, pâle comme un linge, qui regardait le corps avec horreur. Elle vit Edith Prowse qui s'était levée, une main sur la bouche, mais dont les yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable. Elle vit Derek Hargreaves qui avait reculé contre le mur, l'air coupable. Et elle vit la jeune Lily, figée dans l'embrasure de la porte de la cuisine, un torchon serré entre ses mains blanchies. Bill Wong fondait la foule, son visage sérieux remplaçant son amabilité habituelle. « Reculez, tout le monde recule !» ordonna-t-il. Il se pencha près d'Agatha. « Elle est morte !» murmura Agatha, se relevant avec difficulté. Elle épousseta machinalement ses genoux, bien que son pantalon de soie soit probablement ruiné. Elle regarda autour d'elle, observant les visages choqués, les regards en biais, la peur qui commençait à s'insinuer dans la pièce douillette. Le thé de charité était terminé. L'enquête, elle, ne faisait que commencer. Et pour la première fois depuis des jours, Agatha ne ressentait plus de jalousie. Elle ressentait cette excitation familière, ce frisson froid qui parcourait son échine. Quelqu'un dans cette pièce avait transformé le rêve de Carceli en cauchemar. Et Agatha Raisin allait découvrir qui, même si cela signifiait fouiller dans les secrets les plus inavouables de ses voisins. « Personne ne sort », déclara-t-elle d'une voix forte, devançant Bill Wong d'une fraction de seconde. « Ceci est une scène de crime. » Chapitre 3. Infusion de suspense. Le chaos qui règne dans un espace clos après une mort subite possède une qualité étrange, presque théâtrale. Il y a d'abord le silence, lourd et incrédule, suivi d'une explosion de bruits discordants, des chaises qui raclent le sol, des cris étouffés et le son incongru de la porcelaine qu'on repose maladroitement sur les soucoupes. Au Honeybee Tea Room, l'atmosphère était passée de la sophistication forcée à la panique totale en l'espace de 3 secondes. « Personne ne bouge !» répéta Bill Wong, sa voix de baryton tentant de couvrir le brouhaha naissant. Il avait sorti son carnet, un geste dérisoire face à la 50aine de personnes qui s'agitaient comme des guêpes dans un bocal. Agatha, toujours accroupie près du corps de Celia Harcourt, se releva lentement. Ses genoux craquèrent, un rappel désagréable de son âge qu'elle choisit d'ignorer. Elle jeta un dernier coup d'œil à la défunte. La robe jaune pâle, tachée de thé et de bave, semblait désormais grotesque, une parodie de printemps. L'odeur d'amandes amères était toujours là, flottant insidieusement sous les parfums de bergamote et de scones. « C'est du cyanure », dit Agatha à voix basse, plus pour elle-même que pour Bill. Bill se tourna vers elle, l'air exaspéré. « Agatha, s'il vous plaît, ne commencez pas à jouer aux experts légistes. Reculez et laissez-nous faire notre travail. L'ambulance et le médecin légiste sont en route. »« Je ne joue pas », rétorqua Agatha, vexée. « J'ai lu suffisamment de romans policiers pour reconnaître cette odeur, et vu la rapidité avec laquelle elle s'est effondrée, c'était foudroyant. Quelqu'un voulait s'assurer qu'elle ne se relève pas pour le dessert. » Elle balaya la salle du regard. Les réactions étaient instructives. La plupart des invités semblaient terrifiés, serrant leurs sacs à main ou leurs conjoints comme des boîtes de sauvetage. Mais il y avait des nuances. Edith Prowse, par exemple. La vieille dame s'était assise. Elle ne regardait pas le corps. Elle regardait sa propre assiette de petits fours intacts, les lèvres pincées, avec une expression qui ressemblait étrangement à de la vindicte satisfaite. Elle ne pleurait pas, elle ne tremblait pas, elle attendait. Et Derek Hargreaves. L'épicier s'épongeait le front avec un mouchoir à carreaux, son visage luisant de sueur. Il murmurait quelque chose à l'oreille de sa femme, qui semblait en état de choc, les yeux rivés sur le corps de son idole déchue. Derek avait l'air d'un homme qui vient de voir son pire cauchemar se réaliser, ou peut-être son souhait le plus inavouable exaucé. Mais c'était James qui inquiétait le plus Agatha. Il était toujours debout près du comptoir, les bras ballants, le regard vide. Il avait été la dernière personne à parler à Celia. Il était celui à qui elle avait souri juste avant de boire. Agatha s'approcha de lui, ignorant l'ordre muet de Bill de rester à sa place. « James » fait-elle doucement, posant une main sur sa manche en tweed. Il sursauta, comme sortant d'un mauvais rêve. Il la regarda, et pendant une fraction de seconde, Agatha crut voir de la culpabilité dans ses beaux yeux gris. « C'est horrible, Agatha !» dit-il d'une voix rauque. « Elle était pleine de vie il y a une minute. Nous parlions de ses projets. Elle allait lancer une série de conférences littéraires. Elle voulait que je les anime. »« Des conférences ?» répéta Agatha.
sentant une pointe de jalousie percer malgré la tragédie. « Je ne savais pas que tu avais accepté de travailler avec elle. » « Je n'avais pas encore dit oui », se défendit James un peu trop vite. Mais elle était très persuasive. Persuasive au point de te faire boire ses paroles ou persuasive au point de te faire vouloir la faire taire. La phrase sortit de la bouche d'Agatha avant qu'elle ne puisse la retenir. James se recula, offensé. « Agatha, comment peux-tu dire une chose pareille avec le corps encore chaud à 2 mètres de nous ?»« Je suis réaliste, James. La police va te poser des questions. Tu étais proche d'elle. Tu étais là quand elle a bu. »« Tout le monde était là !» s'écria-t-il, attirant l'attention de Bill Wong. Le sergent s'interposa, son carnet à la main. Monsieur Lacey, Agatha, ça suffit. Agatha, allez vous asseoir avec Madame Bloxby. Monsieur Lacey, j'aurai besoin de votre déposition en priorité. » Agatha ouvrit la bouche pour protester, mais le regard noir de Bill la dissuada. Elle rejoignit Madame Bloxby, qui était assise près de la fenêtre, pâle mais digne, tenant la main tremblante de la jeune Lily Tanner. Lily pleurait doucement, des larmes silencieuses traçant des sillons dans la farine qui poudrait encore ses joues. « Je n'ai rien fait !» gémissait la jeune fille. « J'ai juste préparé le thé comme elle me l'a dit. Le mélange spécial. Elle le gardait dans une boîte en fer-blanc sur l'étagère du haut. Personne d'autre n'avait le droit d'y toucher. »« Chut, ma petite, apaisa Madame Bloxby. Personne ne vous accuse. » Agatha s'assit de l'autre côté de Lily, ses instincts de prédatrice prenant le dessus sur sa compassion. « Qui d'autre est entré dans la cuisine, Lily ?» demanda-t-elle abruptement. « Agatha !» réprimanda Madame Bloxby. « Ce n'est pas le moment. »« Au contraire, c'est le moment idéal, pendant que les souvenirs sont frais, » insista Agatha. « Alors, Lily ?» La jeune fille renifla. « Je ne sais pas, il y avait tant de monde. Madame Prowse est venue déposer des serviettes propres parce qu'on en manquait. Monsieur Hargreaves a livré le lait par la porte de derrière, juste avant le début du service. Et Monsieur Lacey est venu demander un verre d'eau pour Célia un peu plus tôt, car elle avait la gorge sèche à force de parler. » Le cœur d'Agatha manqua un battement. James était allé dans la cuisine. À ce moment-là, les renforts de la police arrivèrent, accompagnés du médecin légiste, un homme petit et chauve à l'air perpétuellement ennuyé. L'ambiance changea du tout au tout. Ce n'était plus un goûter qui avait mal tourné, c'était une procédure officielle. Les invités furent autorisés à partir un par un après avoir donné leur nom et coordonnées, sous l'ordre strict de ne pas quitter le village. Lorsque vint le tour d'Agatha de sortir, le soleil avait disparu, remplacé par une bruine fine et pénétrante. Mais ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas la météo, mais le rassemblement sur le trottoir. Le cœur du village était déjà en place. Une douzaine de personnes, celles qui n'avaient pas voulu payer les 5 livres d'entrée ou qui n'étaient simplement pas assez bien pour le cercle de Célia, s'étaient amassées derrière le cordon de police jaune et noir. Les murmures allaient bon train, un bourdonnement excité et morbide. « Il paraît qu'elle a été empoisonnée avec de la mort au rat !» chuchotait une vieille dame avec un cabas à roulettes. « Non, c'est une crise cardiaque, c'est sûr. Trop d'ambition, ça pèse sur le cœur », rétorquait un homme en casquette, un habitué du Red Lion. « Moi, je dis que c'est une affaire de mœurs », glissa une voisine curieuse en voyant Agatha sortir. « Regardez, voilà l'ex-femme de Monsieur Lacey. Elle n'a pas l'air dans son assiette. On dit qu'elle était folle de jalousie. » Agatha se raidit et foudroya le groupe du regard. Les conversations cessèrent brusquement, remplacées par des sourires innocents et des hochements de tête polis. « Rien à voir ici, circulez !» lança-t-elle avec sa brusquerie habituelle, avant de s'engager dans la ruelle menant à son cottage. Elle marcha vite, ses talons claquant sur les pavés humides. Elle avait besoin de s'éloigner de ce cirque. Elle avait besoin de réfléchir. Mais surtout, elle avait besoin d'un gin tonic, un double. En arrivant chez elle, la chaleur familière de son cottage l'enveloppa comme une couverture de laine. Elle ferma la porte à double tour, laissant le monde, le meurtre et les commérages dehors. Hodge et Boswell l'attendaient dans le couloir. Ils ne se souciaient pas des meurtres au cyanure. Ils ne se souciaient pas de savoir si James Lacey était un assassin ou un idiot manipulé. Ils voulaient juste savoir pourquoi leur dîner avait 10 minutes de retard. « Oui, je sais, c'est une tragédie », dit Agatha en se baissant pour caresser la tête soyeuse de Boswell. « Je suis en retard, mais j'ai une excuse cette fois. » Elle leur servit une boîte de pâté au saumon, le luxe suprême pour apaiser sa propre conscience, puis se dirigea vers le placard à boissons. Elle se versa un verre généreux, ajouta une tranche de citron un peu flétri et s'affala dans son fauteuil préféré.
Le silence de la maison était apaisant, mais son esprit refusait de se taire. Les images tourbillonnaient, la tasse brisée, le visage violet de Celia. Et James dans la cuisine. Elle prit une gorgée de gin, sentant la brûlure familière et réconfortante de l'alcool. Elle ne pouvait pas laisser faire la police. Bill Wong était un bon garçon, mais il était trop gentil, et ses supérieurs ne connaissaient pas les courants souterrains de Carceli. Ils verraient les faits bruts. James était proche de la victime. James était dans la cuisine. James avait un mobile financier ou romantique qui restait à définir. Ils allaient le coffrer, c'était certain. Et même si James était un homme exaspérant, incapable de savoir ce qu'il voulait, Agatha savait au fond de ses tripes qu'il n'était pas un tueur. Pas de sang-froid en tout cas. Il était trop soucieux du qu'en dira-t-on pour empoisonner quelqu'un en public. « Va falloir que je m'en mêle, les garçons », dit-elle à voix haute au chat qui se léchait les babines. « Je ne peux pas laisser James se faire arrêter. Qui m'emmènerait dîner sinon ?» Elle sortit un petit carnet de son sac à main, celui qu'elle gardait pour noter les calories qu'elle oubliait ensuite de compter, et tourna une page vierge. Elle écrivit en haut, en lettres capitales, « Suspecte. Edith Prowse. Mobile. Jalousie professionnelle. Perte de statut social. Opportunité. À apporter des serviettes en cuisine. Derek Hargreaves. Mobile. Jalousie conjugale. Dette. À vérifier. Opportunité. À livrer le lait. Lily Tanner. Mobile. Vol de recettes. Mauvais traitement. Opportunité. À préparer le thé. Trouve évident. Inconnu. Un amoureux éconduit. Un secret du passé de Celia. Elle tapota le stylo contre ses lèvres. Celia Harcourt n'était pas d'ici. Elle avait débarqué à Carceli il y a 6 mois avec de l'argent, du style et une absence totale de passé. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. « C'est par là qu'il faut commencer », murmura Agatha. Qui était vraiment Celia Harcourt? Et pourquoi une femme comme elle, qui semblait taillée pour Kensington ou Chelsea, est-elle venue ouvrir un salon de thé au fin fond des Cotswolds? Son téléphone fixe sonna, la faisant sursauter. C'était probablement Bill pour lui dire de ne pas s'en mêler, ou Roy Silver depuis Londres pour se plaindre de son dernier petit ami. Elle décrocha. « Hello, Agatha, c'est James. » Sa voix tremblait légèrement. Agatha sentit son cœur se serrer. « James, où es-tu ?»« Je suis chez moi. La police vient de partir. Ils ont fouillé ma cuisine, Agatha. Ils ont pris mes suppléments de jardinage. Ils pensent que j'ai utilisé un pesticide pour empoisonner Celia. » « Ne dis rien, James. Ne parle plus à personne sans avocat. »« Je n'ai pas besoin d'avocat. Je suis innocent, » cria-t-il presque. Mais ils m'ont regardé comme si... « Agatha, tu dois m'aider. Je sais que je n'ai pas été très correcte avec toi ces derniers temps, avec Celia et tout ça, mais tu es la seule qui sache vraiment fouiner. » Un sourire lent et prédateur s'étira sur le visage d'Agatha Raisin. C'était exactement ce qu'elle voulait entendre. James Lacey, l'homme inaccessible, avait besoin d'elle. Elle était de nouveau indispensable. « Ne t'inquiète pas, James, dit-elle d'une voix douce et ferme. Prépare-toi un thé. Enfin, peut-être pas un thé, disons un whisky. Et attends-moi, j'arrive. Nous allons trouver qui a fait ça. Et malheur à celui ou celle qui a osé gâcher mon dimanche. » Elle raccrocha. Elle finit son verre d'un trait, attrapa son manteau et vérifia son maquillage dans le miroir de l'entrée. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. La fatigue avait disparu. La chasse s'était ouverte. Chapter 4. Une alliance fragile. Le cottage de James Lacey était mitoyen de celui d'Agatha, mais l'atmosphère qui y régnait était généralement aux antipodes de la sienne. Là où chez Agatha régnait un désordre confortable, fait de coussins mal assortis, de piles de livres non lus et de poils de chat, l'intérieur de James était d'ordinaire un temple du minimalisme masculin et militaire. Cependant, lorsque James ouvrit la porte ce soir-là, Agatha eut la surprise de découvrir une scène de dévastation qui lui réchauffera étrangement le cœur. Ce n'était pas qu'elle souhaitait du mal à James, bien sûr que non, mais voir cet homme, habituellement si maître de lui, les cheveux en bataille, la chemise déboutonnée en col et les yeux cernés d'inquiétude, le rendait soudain beaucoup plus accessible et, osait-elle l'admettre, encore plus séduisant. « Entre vite, dit-il, en regardant nerveusement par-dessus l'épaule d'Agatha, comme si une horde de policiers armés de mandats d'arrêt était tapis dans les rhododendrons. Agatha entra et jeta un coup d'œil au salon. Les coussins du canapé étaient sens dessus-dessous, les tiroirs du secrétaire étaient ouverts et une pile de papiers administratifs gisait sur la table basse.
Ils n'y sont pas allés de main morte, commenta Agatha en retirant son imperméable. Bill Wong est généralement plus soigneux. Ce n'était pas Bill qui dirigeait la fouille, répondit James en lui versant un verre de vin rouge sans même qu'elle ait à le demander, un signe certain de son désarroi. C'était un inspecteur venu de Gloucester, un type désagréable avec une moustache en guidon de vélo et l'amabilité d'un chien de garde. Il est persuadé que j'avais une liaison avec Celia et que je l'ai tuée parce qu'elle menaçait de tout révéler à toi, je suppose. Agatha s'installa dans le fauteuil en cuir, croisant ses jambes avec satisfaction. Elle prit une gorgée de vin. Il était bon, charpenté, bien meilleur que le vinaigre qu'elle achetait au supermarché du coin. « Et avais-tu une liaison avec elle, James ?» demanda-t-elle, son ton se voulant léger, mais ses yeux fixés sur lui comme de laser. James s'affala sur le canapé en face d'elle et passa une main dans ses cheveux. « Pour l'amour du ciel, Agatha, non. Je te l'ai dit, c'était purement intellectuel. Elle avait lu Proust. » « Moi aussi, j'ai lu Proust », mentit Agatha éhontément. Elle avait un jour acheté du côté de chez Swann pour caler un pied de table bancal, ce qui comptait presque. James l'ignora. Elle me flattait, je l'admets. Elle disait que j'avais une voix faite pour les conférences. Elle voulait créer un centre culturel à Carcely. Je me suis laissée emporter par son enthousiasme. Mais je n'ai jamais touché à cette femme, et je ne lui ai certainement pas servi de cyanure avec son Earl Grey. Agatha observa son ex-mari. Il semblait sincère. Naïf, vaniteux, agaçant, oui. Mais meurtrier? Probablement pas. Très bien, décrète-t-elle en posant son verre. Je te crois. Mais la police a besoin de plus que ta bonne mine et ta connaissance de la littérature française. Il nous faut un autre suspect. Et vite. Elle sortit son petit carnet de son sac à main. J'ai dressé une liste. James se pencha, curieux. Déjà, tu es incorrigible? Je suis efficace. Alors, nous avons Edith Prowse. Elle détestait Celia pour lui avoir volé l'organisation d'été. Edith? James fronça les sourcils. C'est une vieille dame inoffensive. Elle tricote des cache-théières pour l'orphelinat. Les vieilles dames inoffensives sont les pires, rétorqua Agatha sentencieusement. Rappelle-toi l'affaire de la quiche empoisonnée. Ensuite, Derek Hargreaves. Sa femme dépensait tout leur argent chez Celia, et il semblait penser que Celia l'encourageait à prendre des libertés. Derek est un ronchon, mais de là à tuer? Et enfin, Lily Tanner, l'assistante. Celia s'appropriait ses recettes. Edith m'a dit que Lily faisait tout le travail. James semble réfléchir. C'est vrai que Lily avait l'air tendue ces derniers temps. L'autre jour, je suis passée au salon pour discuter des affiches et j'ai entendu des éclats de voix venant de la cuisine. C'était Celia. Elle criait quelque chose comme « Tu ne feras rien de tel, petite sotte. Tu n'es rien sans moi. » Les oreilles d'Agatha se dressèrent. Tu n'as pas jugé bon de le mentionner à la police? J'avais oublié, avec le choc. Et puis je pensais qu'elle se disputait à propos d'un gâteau brûlé. On ne traite pas quelqu'un de rien pour un gâteau brûlé, dit Agatha en se levant. C'est une piste. Je vais aller voir Lily. Maintenant, James regarda sa montre. Il est presque 20 heures. Il pleut. Le crime n'attend pas le beau temps, James. Et toi non plus, si tu ne veux pas finir tes jours à tricoter des sacs postaux en prison. Tu viens avec moi? James hésita, regarda sa bouteille de whisky, puis Agatha. L'idée de rester seul dans sa maison fouillée semblait le répugner davantage que celle de traîner sous la pluie avec son ex-femme hyperactive. D'accord, mais je conduis. Lily Tanner vivait encore chez ses parents, dans une petite maison mitoyenne en briques rouges à l'extrémité la moins pittoresque du village, là où les toits de chaume cédaient la place aux tuiles en ardoise et aux antennes paraboliques. La pluie tombait drue lorsque James gara sa voiture devant le petit portillon en bois. Les fenêtres de la maison étaient éclairées, projetant des carrés jaunes sur le trottoir mouillé. « Laisse-moi parler », ordonna Agatha, en rajustant son maquillage dans le rétroviseur. « Tu es trop gentille. Tu vas la faire pleurer et tu t'excuseras avant même d'avoir posé la première question. » Ils frappèrent à la porte. Ce fut la mère de Lily, une femme ronde avec un tablier à fleurs et un visage fatigué, qui ouvrit. Elle reconnut immédiatement Agatha. Tout le monde connaissait Agatha. Et son visage se ferma. « Si c'est pour les journaux, nous n'avons rien à dire, » dit-elle sèchement. « Nous ne sommes pas des journalistes, Madame Tanner, » dit Agatha avec son sourire le plus commercial, celui qu'elle utilisait autrefois pour amadouer les clients difficiles de son agence de relations publiques. « Nous sommes des amis de Lily. Nous voulions voir comment elle allait après le choc d'aujourd'hui.
James Lacey était très inquiet pour elle. Elle poussa légèrement James en avant. L'effet fut immédiat. Madame Tanner, comme la moitié de la population féminine des Cotswolds, avait un faible pour le charme un peu distant de James. Son expression s'adoucit. « Oh, Monsieur Lacey, c'est très aimable à vous. Lily est in her chambre. Elle est inconsolable. Entrez, je vais vous faire du thé. » « Pas de thé !» s'écria Agatha, un peu trop vite, se souvenant de la défunte Célia. « Un verre d'eau suffira. » Ils trouvèrent Lily assise sur son lit, entourée de peluches qui semblaient la juger silencieusement. Ses yeux étaient rouges et gonflés. En voyant Agatha et James entrer, elle sursauta et serra un oreiller contre sa poitrine. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-elle d'une voix chevrotante. Agatha s'assit sur la seule chaise de la pièce, tandis que James restait maladroitement debout près de la porte, l'air de vouloir se fondre dans le papier peint à motif de chaton. « Nous voulons t'aider, Lily, » commença Agatha, adoptant un ton maternel qui sonnait presque authentique. « La police va poser beaucoup de questions. Ils cherchent un coupable. Et comme tu préparais le thé... » Les yeux de Lily s'agrandirent de terreur. Je ne l'ai pas tuée, je le jure. Je la détestais, c'est vrai, mais je ne l'aurais jamais tuée. Tu la détestais ? Releva Agatha. Pourquoi ? Parce qu'elle volait tes recettes ? Lily baissa la tête, triturant un coin de son oreiller. C'était pire que ça. Elle me faisait du chantage. Un silence lourd tomba dans la petite chambre rose bonbon. James fit un pas en avant. Du chantage ? Lily, quel genre de chantage ? La jeune fille renifla. J'ai emprunté un peu d'argent dans la caisse il y a 2 mois. Ma mère avait besoin d'une opération dentaire et nous n'avions pas les moyens. Je comptais rembourser petit à petit. Mais Célia s'en est aperçue. Elle a dit qu'elle n'appellerait pas la police si je travaillais gratuitement pour elle les week-ends et si je lui donnais le carnet de recettes de ma grand-mère. Elle a dit que c'était notre petit secret. Quelle garce, lâcha Agatha. Et c'est pour ça qu'elle te criait dessus l'autre jour ? Non, dit Lily en secouant la tête. Ça, c'était autre chose. Elle était énervée parce que quelqu'un était venu la voir au magasin. Un homme. Agatha et James échangèrent un regard. « Quel homme ?» demanda Agatha, se penchant en avant. « Quelqu'un du village ?» Non, je ne l'avais jamais vu. Il était grand, habillé comme un citadin, avec un long manteau noir. Il est arrivé juste avant la fermeture, mardi soir. Ils se sont enfermés dans le bureau. J'ai entendu des cris. L'homme disait qu'il voulait sa part. Célia lui a ri au nez. Elle a dit « Tu n'auras rien, parasite. J'ai recommencé ma vie ici, et tu ne vas pas tout gâcher. » « Et ensuite ?» pressa Agatha. « Ensuite, il est parti en claquant la porte. Il a failli renverser le présentoir de confiture. Il avait l'air furieux. Il a dit « Tu le regretteras, Célia. On ne double pas le passé. » « On ne double pas le passé », répéta Agatha lentement, savourant la phrase comme un bon chocolat. C'était cliché, c'était dramatique, c'était parfait. « Lily, as-tu parlé de cet homme à la police ?» La jeune fille secoua la tête frénétiquement. Non, j'avais trop peur. Si je parle, ils vont fouiller dans mes affaires. Ils vont découvrir pour l'argent que j'ai pris. Madame Raisin, s'il vous plaît, ne dites rien. Agatha se leva et tapota maladroitement l'épaule de Lily. Ne t'inquiète pas pour l'argent, Lily. Célia est morte et je doute qu'elle vienne réclamer ses dettes depuis l'au-delà. Par contre, cet homme, c'est une information cruciale. Elle se tourna vers James. « On y va. Nous avons un mystérieux étranger à trouver. » En sortant de chez les Tanner, la pluie avait cessé, laissant place à une fraîcheur humide qui pénétrait les eaux. « Un homme en manteau noir ?» dit James sceptique en ouvrant la portière de la voiture pour Agatha. « C'est un peu vague, non ? Ça pourrait être n'importe qui. Un fournisseur mécontent ?» Un fournisseur ne parle pas de doubler le passé, James. C'est personnel. Célia fuyait quelque chose. Ou quelqu'un. Agatha se sentait revigorée. L'affaire prenait de l'ampleur. Ce n'était plus seulement une histoire de jalousie villageoise. C'était quelque chose de plus sombre, de plus urbain. « Dépose-moi au pub », dit-elle soudainement, alors qu'ils approchaient du centre du village. « Au pub ? Agatha ? Il est quart ? » C'est justement l'heure où les langues se délient après la 3e pinte. Je veux savoir si quelqu'un d'autre a vu cet étranger, et je veux voir comment se porte la cote de popularité de notre chère défunte. James soupira, mais s'exécuta, arrêtant la voiture devant le Red Lion. Les fenêtres brillaient d'une lumière accueillante, et on pouvait entendre des rires étouffés venant de l'intérieur. « Tu ne viens pas ?» demanda Agatha. « Non, je vais rentrer.
j'ai besoin de remettre de l'ordre et de réfléchir. » Il lui adressa un faible sourire. « Merci, Agatha, de me croire. » Agatha sentit ses genoux faiblir légèrement, ce qui n'avait rien à voir avec ses talons hauts. « À demain, James, dors bien. » Elle le regarda s'éloigner, puis poussa la lourde porte en chêne du pub. Une bouffée d'air chaud, chargée d'odeurs de bière, de frites et de tabac froid l'accueillit. Le pub était bondé. Au bar, Derek Hargreaves était en grande conversation avec le boucher et le patron du garage. En voyant Agatha entrer, le silence se fit un bref instant avant de reprendre, un peu plus fort, un peu plus forcé. Agatha s'avança vers le comptoir. « Un gin tonic, s'il vous plaît, Ted. Et mettez-y une vraie tranche de citron cette fois, pas ce truc desséché que vous m'avez servi la semaine dernière. » Alors qu'elle attendait sa boisson, elle tendit l'oreille vers le groupe de Derek. « Je vous le dis, c'est un règlement de compte, » disait Derek, sa voix pâteuse trahissant sa consommation d'alcool. Une femme comme ça, elle attirait les ennuis, trop belle pour être honnête. Et vous avez vu comment elle traitait sa pauvre employée ? Moi, j'ai entendu dire que la police a trouvé des lettres chez elle, renchérit le boucher, un homme massif aux joues rouges. Des lettres d'amour, mais pas de Monsieur Lacey, d'un homme marié de la région. Un murmure parcourut l'assemblée. N'importe quoi, intervint Madame Gore, une des plus ferventes commères du village, qui sirotait un xérès dans un coin. Ce n'était pas un homme de la région. J'ai vu une voiture de sport noire garée derrière le salon mardi soir. Une plaque de Londres. Je l'ai dit à Bill Wong, mais il m'a dit que je rêvais. Agatha pivota sur son tabouret, son verre à la main. « Une voiture de sport, Madame Gore ? Vous êtes sûre ?» La vieille dame, ravie d'avoir un nouveau public, hocha la tête vigoureusement, faisant trembler les plumes de son chapeau improbable. « Sûre et certaine, Agatha. Une Jaguar. J'ai l'œil pour ces choses-là. Mon défunt mari adorait les belles voitures. Et l'homme qui est monté dedans, il avait l'air d'un gangster, tout en noir. Il avait une cicatrice, là, sur la joue. » Une cicatrice, un manteau noir, une Jaguar. Agatha sourit dans son verre. Le puzzle commençait à prendre forme. Mais elle savait aussi que dans un village comme Carcely, la vérité était souvent enterrée sous des couches d'exagération et de fantasmes éthyliques. « Intéressant, dit-elle à voix haute. Très intéressant. » Elle avala son gin, paya Ted et se dirigea vers la sortie, ignorant les regards curieux qui la suivaient. Elle avait un nouvel objectif. Demain, elle irait à Londres. Roy Silver lui devait bien un service, et il avait des connexions qui pourraient s'avérer utiles pour identifier une Jaguar noire conduite par un homme cicatrisé. Agatha Raisin quittait la campagne. La chasse s'étendait à la ville. Chapitre 5. L'ombre de la ville. Le lendemain matin, Agatha Raisin troqua le calme bucolique des Cotswolds pour le vacarme ferroviaire. Elle avait laissé une montagne de croquettes à Hodge et Boswell, qu'il avait regardé partir avec un mépris royal, comme s'il savait qu'elle allait commettre une infidélité géographique. Le train pour Londres-Paddington était bondé, sentait le café froid et la résignation des navetteurs. Agatha, serrée dans un tailleur chic mais légèrement trop ajusté qu'elle réservait pour ses expéditions urbaines, passait le trajet à râler intérieurement contre le manque de civisme des gens qui osaient manger des sandwichs aux œufs dans un espace confiné. Elle avait rendez-vous avec Roy Silver. Roy était son ancienne bouée de sauvetage, un lien vivant avec sa vie d'avant, celle où elle était une reine des relations publiques redoutée et non une détective amateur qui se disputait pour des histoires de confiture. Roy était riche, superficiel, amusant et totalement inutile en cas de crise émotionnelle réelle, ce qui en faisait le compagnon de déjeuner idéal. Elle le retrouva dans un restaurant branché de Soho, un endroit où les murs étaient en béton brut, les chaises inconfortables par design et où les serveurs ressemblaient à des mannequins en attente de casting. « Agatha, ma chérie !» s'écria Roy en se levant pour l'embrasser sur les deux joues. Il portait un costume gris perle impeccablement coupé et une cravate en soie qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Derek Hargreaves. « Tu as l'air rustique, mais d'une manière charmante, bien sûr. Le grand air te donne le teint d'une fermière en bonne santé. » « Je vais prendre ça comme un compliment, roi, bien que je sache que c'en est rarement un venant de toi, » répondit Agatha en s'asseyant. Elle commanda un verre de vin blanc et ignora le menu, sachant pertinemment que Roy commanderait pour eux deux des plats minuscules et artistiques. « Alors, commença Roy en picorant dans la corbeille de pain, raconte-moi tout. J'ai lu les journaux. Meurtre au salon de thé. C'est délicieusement rétro. Tu es encore mêlé à ça ?
Bill Wang ne t'a pas encore mise sous les verrous pour obstruction à la justice? Bill est un amour, mais il est dépassé, dit Agatha en se penchant vers lui. Écoute, Roy, j'ai besoin de ton aide. La victime, Celia Harcourt. Elle est arrivée de nulle part il y a 6 mois. Sophistiquée, ambitieuse, manipulatrice. Elle ne ressemblait pas à une villageoise. Elle ressemblait à nous. Elle sortit de son sac une coupure de journal, montrant une photo de Celia lors de l'inauguration du salon. Roy ajusta ses lunettes de créateur et plissait les yeux. Il resta silencieux un long moment. Puis, un sourire lent et carnassier étira ses lèvres. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « Agatha, tu es impayable. Tu as vraiment le don de dénicher les perles. Ce n'est pas Celia Harcourt. » Le cœur d'Agatha fit un bond. Qui est-ce? C'est Brenda Snook, lâcha Roy avec un petit rire jubilatoire. La fameuse Brenda. Elle travaillait pour une agence concurrente à la mienne il y a environ 5 ans. Une vraie d'erreur. Elle organisait des événements caritatifs pour la haute société, collectait des fonds astronomiques et oubliait parfois de les reverser aux œuvres de charité. Une escroc? Une artiste, Agatha. Elle a failli se faire pincer après le scandale du Gala des orphelins de l'Est. 200 000 livres volatilisés. Elle a disparu du jour au lendemain, juste avant que la police ne vienne frapper à sa porte. Tout le monde pensait qu'elle était partie en Espagne ou au Brésil. Qui aurait cru qu'elle se cachait dans les Cotswolds, à vendre des scones à des dicaires? Agatha sentit une vague d'excitation la submerger. C'était le mobile parfait, le passé qui rattrape le présent. Brenda Snook, répéta-t-elle, savourant le nom qui manquait cruellement de glamour comparé à Celia Harcourt. Et dis-moi, Roy, est-ce que cette Brenda avait des ennemis? En dehors de la police et des orphelins, je veux dire. Des légions, répondit Roy, en attaquant son entrée un carpaccio de Saint-Jacques microscopique. Mais il y avait une rumeur. On disait qu'elle n'avait pas agi seule, qu'elle avait un partenaire, un type de l'ombre qui l'aidait à blanchir l'argent. Un certain... Attendez que je me souvienne. Sébastien. Oui, Sébastien. Un homme charmant, mais dangereux. Il paraît qu'il a fait de la prison pour une autre affaire et qu'il a juré de retrouver Brenda à sa sortie. Il disait qu'elle était partie avec sa part du butin. Un homme dangereux, murmura Agatha, repensant au témoignage de Lily Tanner et de la vieille Madame Gore. Est-ce qu'il conduisait une Jaguar? Roy haussa les épaules. C'est le genre de type qui conduirait une Jaguar, oui, ou une Aston Martin. Il aimait le flash. Pourquoi? Tu l'as vu? Non, mais on a vu une Jaguar noire et un homme avec une cicatrice rôder autour du salon de thé la veille du meurtre. Roy posa sa fourchette. Son visage devint soudain plus sérieux. Une cicatrice? Sur la joue gauche? Je crois que oui. C'est lui, affirma Roy. Sébastien le Balafré. C'est son surnom dans le milieu. Pas très original, je te l'accorde. Agatha, si ce type est dans ton village, tu dois faire attention. Ce n'est pas le genre de petit délinquant qui vole des nains de jardin. C'est un vrai criminel. Agatha frissonna, un mélange de peur et de triomphe. Elle avait une identité. Elle avait un suspect solide. James était sauvé. Je dois rentrer, dit-elle, en se levant brusquement, manquant de renverser son verre. Tu ne finis pas ton déjeuner? S'indigna Roy. Ce bar a été pêché à la ligne ce matin même. Mange-le pour moi, Roy. J'ai un meurtrier à attraper. Et je dois dire à James qu'il ne sortait pas avec une dame du monde, mais avec Brenda Snook, l'arnaqueuse aux orphelins. Ça devrait lui remettre les idées en place. Elle embrassa Roy, laissa un billet de 20 livres sur la table pour le service et se précipita hors du restaurant. Le retour vers Paddington sembla durer une éternité. Agatha trépignait dans le taxi, imaginant la scène de révélation. Elle se voyait déjà entrant au commissariat de Carcégie, jetant la vérité sur le bureau de Bill Wang tel un as de pique. Elle sauverait James, il tomberait dans ses bras, réalisant enfin qu'elle était la seule femme à la hauteur de son intellect et de son courage. Le train du retour était moins bondé, ce qui permit à Agatha de réfléchir plus calmement. Si Sébastien était le tueur, pourquoi utiliser du poison dans un salon de thé Dondé? C'était risqué. Un homme comme lui aurait pu l'attendre dans une ruelle sombre ou provoquer un accident de voiture. Le poison public, c'était théâtral, c'était personnel. C'était une punition conçue pour humilier autant que pour tuer. Le train traversa la campagne anglaise, le gris de Londres laissant place au vert tendre des collines. En arrivant à la gare de Morton-in-Marsh, Agatha prit sa voiture. La pluie avait repris, transformant les routes étroites en miroirs noirs. Elle décida de ne pas aller directement chez elle,
Elle devait voir Bill. Elle avait besoin de vérifier si la police avait fait le lien avec Brenda Snook. Si Roy le savait, la police de Londres devait le savoir aussi. Mais les communications entre les services étaient parfois aussi lentes qu'un tracteur sur une départementale. Elle gara sa voiture devant le petit poste de police de Carsley. Bill Wang était là, assis à son bureau, en train de taper un rapport avec 2 doigts. Il avait l'air épuisé. « Agatha » soupira-t-il en la voyant entrer. « Je n'ai pas de nouvelles à vous donner, et le commissaire divisionnaire est de mauvaise humeur. » « J'ai mieux que des nouvelles, Bill. J'ai des réponses, » déclara Agatha en s'asseyant sans invitation. « Oubliez Celia Harcourt. La femme qui est morte s'appelait Brenda Snook. C'était une escroc recherchée à Londres. » Bill s'arrêta de taper. Il la regarda, bouche bée. Brenda Snook, vous êtes sûr? Aussi sûre que je peux l'être, avec Roy Silver comme source. Elle a volé de l'argent de charité. Et elle avait un complice, un certain Sébastien, qui vient juste de sortir de prison et qui a une cicatrice sur la joue. Le même homme qui a été vu en train de se disputer avec elle la veille du meurtre. Bill se passa la main sur le visage. « Bon sang, Agatha, si c'est vrai, ça change tout. Ça innocente James. » « Exactement, » dit Agatha avec un sourire triomphant. « Alors qu'attendez-vous? Lancez un avis de recherche pour ce Sébastien. » « Doucement, Agatha. Je dois vérifier tout ça. Je dois contacter Scotland Yard. » Il la regarda avec une admiration réticente. « Vous êtes impossible, vous savez ça? Mais vous êtes doué. » Agatha se leva, rayonnante. « Je sais, Bill, je sais. » Elle sortit du poste de police, se sentant invulnérable. La pluie avait cessé. Elle remonta dans sa voiture et prit la direction de son cottage. Elle avait hâte de voir James. Elle avait hâte de voir son visage quand elle lui dirait qu'il était libre. Mais alors qu'elle approchait de chez elle, elle vit quelque chose qui fit geler le sang dans ses veines. Garé juste devant le portillon de James Lacey, à l'endroit exact où il garait habituellement sa vieille Rover, se trouvait une voiture basse, élégante et menaçante. Une Jaguar noire. Agatha stoppa net au milieu de la route. Son cœur battait à tout rompre. Sébastien n'avait pas fui. Il était là, chez James. Sans réfléchir, Agatha attrapait la seule arme qu'elle avait sous la main, son lourd sac à main rempli de tout un bric-à-brac, et sortit de la voiture. Elle ne laisserait pas cet escroc faire du mal à James. Pas aujourd'hui, pas jamais. Elle s'approcha de la maison de James, marchant sur la pointe des pieds dans l'allée de gravier, prête à en découdre. La porte d'entrée était entr'ouverte. Chapitre 6. Un visiteur très indésirable. Le couloir de James Lacey était plongé dans la pénombre, une obscurité qui semblait plus épaisse et plus menaçante que d'habitude. Agatha avança à pas de loup, bénissant le ciel d'avoir choisi des chaussures à semelles de caoutchouc ce matin-là pour affronter les trottoirs londoniens plutôt que ses escarpins claquants habituels. Elle serrait la lanière de son sac à main si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. Ce sac contenait, outre son maquillage et son portefeuille, une brique de jus d'orange d'1 litre qu'elle avait acheté à la gare et oublié de boire. Un lest improvisé qui, elle l'espérait, ferait des dégâts si nécessaire. Son cœur battait à un rythme frénétique contre ses côtes, un mélange d'adrénaline pure et de terreur pour James. Elle atteignit la porte du salon, qui était entr'ouverte. Une voix, basse et onctueuse comme du velours empoisonné, lui parvint. « Ne jouez pas à l'idiot avec moi, monsieur Lacey. C'est insultant pour nous deux. Je sais qu'elle vous a donné quelque chose. Brenda n'était pas du genre à partir sans assurance. » « Je vous le répète pour la 100e fois, » répondit la voix de James, tendue mais essayant désespérément de rester calme. « Je ne connais pas aucune Brenda. Je connaissais Celia, et elle ne m'a rien donné, à part des maux de tête et des invitations à des thés ridicules. » Celia, Brenda, les noms changent, mais la cupidité reste. Elle m'a volé, et je récupère toujours ce qui est à moi. Agatha jeta un coup d'œil par l'entrebâillement. James était assis dans son fauteuil en cuir, le dos raide. En face de lui, adossé à la cheminée avec une décontraction terrifiante, se tenait l'homme. Il était grand, vêtu d'un costume noir impeccable, et une fine cicatrice blanche traversait effectivement sa joue gauche, lui donnant un air de pirate moderne. Il jouait nonchalamment avec un tisonnier en laiton, le faisant tourner entre ses doigts. Agatha n'hésita pas. Elle n'était pas du genre à attendre le bon moment dramatique. Pour elle, le bon moment était toujours maintenant. Elle poussa la porte à la volée, qui heurta le mur avec un claquement sonore et s'engouffra dans la pièce comme une tornade en tailleur. « Lâchez ce tisonnier immédiatement !» hurla-t-elle, brandissant son sac à main comme une masse d'armes médiévale. « Et éloignez-vous de mon mari !»
Le mari sortit tout seul, un réflexe de possession territoriale plutôt qu'une réalité légale, mais cela sembla surprendre l'intrus. Sébastien se retourna lentement, une expression d'amusement incrédule sur le visage. « Tiens donc, dit-il doucement, la police de campagne a des renforts bien étranges. »« Agatha !» s'écria James, un mélange de soulagement et d'horreur dans la voix. « Ne reste pas là, fuis, il est dangereux. »« Je ne vais nulle part, » rétorqua Agatha, en se plantant fermement entre James et l'homme à la cicatrice. Elle leva le menton, défiant Sébastien du regard. « Et je sais exactement qui vous êtes. Vous êtes Sébastien, le complice de Brenda Snook. Vous cherchez l'argent du gala des orphelins, c'est ça ?» Le sourire de Sébastien s'effaça instantanément. Ses yeux devinrent deux fentes froides. « Vous êtes bien informée, madame ?»« Raisin, Agatha Raisin. Et je ne suis pas seulement informée, je suis bruyante. La police est en route. J'étais avec le sergent Wong il y a 5 minutes. Il sait que vous êtes ici. Il sait pour la Jaguar, il sait pour Brenda. » C'était un bluff partiel. Bill savait pour Brenda, mais il ignorait que Sébastien était actuellement dans le salon de James. Mais Agatha le prononça avec une conviction inébranlable. Sébastien jeta un coup d'œil rapide vers la fenêtre. L'assurance du prédateur vacilla légèrement. Il savait que dans un petit village, les routes de sortie étaient limitées. Et la police, bien que lente, connaissait tous les raccourcis. « Vous bluffez !» siffla-t-il, faisant un pas vers elle, le tisonnier levé. Agatha ne recula pas. Elle arma son bras. « Essayez pour voir. J'ai neutralisé des hommes bien plus effrayants que vous avec un simple regard. Alors imaginez ce que je peux faire avec 1 litre de jus d'orange congelé dans ce sac. » Le jus n'était pas congelé, mais le détail ajoutait une touche de menace physique crédible. Au loin, le son caractéristique, bien que faible, d'une sirène de police se fit entendre. Bill Wong, béni soit-il, avait dû réagir plus vite que prévu, ou peut-être qu'un voisin, alerté par la Jaguar suspecte, avait appelé. Sébastien entendit la sirène. Il jura, un mot court et vulgaire qui fit cligner les yeux de James. Il lâcha le tisonnier, qui tomba sur le tapis avec un bruit sourd. « Vous avez gagné cette manche, Madame Raisin », grogna-t-il, en rajustant sa veste. « Mais dites à votre ami que s'il a ce que je cherche, je le saurai. Je ne suis pas le seul à vouloir cet argent. » Il fonça vers la porte, bousculant Agatha au passage avec une rudesse qui lui fit perdre l'équilibre. Elle se rattrapa au dossier du canapé. « Arrêtez-le !» cria James, se levant enfin. Ils entendirent la porte d'entrée claquer, puis le rugissement du moteur de la Jaguar. Des pneus crissèrent sur le gravier, suivi du bruit d'une accélération brutale s'éloignant vers la route principale. Le silence retomba dans le salon, seulement troublé par la respiration allaitante d'Agatha et de James. James se laissa retomber dans son fauteuil, pâle comme un linge. « Mon Dieu, Agatha, tu es complètement folle. Il aurait pu te tuer. »« Il aurait pu te tuer, » corrigea Agatha en lissant sa jupe froissée. « Et je ne pouvais pas permettre ça. Qui d'autre supporterait mes chats ?» Elle essaya de sourire, mais ses genoux décidèrent soudain de ne plus coopérer, et elle s'assit lourdement sur le canapé face à lui. Le contre-coup arrivait. Ses mains se mirent à trembler. Quelques minutes plus tard, la voiture de patrouille de Bill Wong s'arrêta devant la maison, gyrophare allumé, projetant des éclats bleus rotatifs sur les murs du salon. Bill entre en trombe, suivi d'un jeune agent. « Agatha ? James ? On a eu un appel de Madame Gore. Elle a dit qu'un gangster était entré chez vous. Tout va bien ?»« Il est parti, Bill, » dit Agatha d'une voix faible. « C'était lui, Sébastien. Il cherchait l'argent de Brenda. » Bill jura entre ses dents et envoya immédiatement un message radio pour signaler la Jaguar. Puis il se tourna vers eux, l'air sévère. « Vous avez eu une chance inouïe. Je ne veux plus que vous preniez de tels risques. » 1 heure plus tard, le calme était revenu, ou du moins une version relative du calme. La police avait pris les dépositions, inspecté les lieux, et Bill était reparti coordonner les barrages routiers. Agatha et James s'étaient réfugiés chez Agatha. Le cottage de James semblait trop violé et trop peu sûr pour le moment. Dans la cuisine d'Agatha, chaleureuse et familière, l'ambiance était plus douce. Hodge et Boswell, sentant la détresse de leur maîtresse, s'étaient installés sur ses genoux et ronronnaient comme des moteurs diesel, offrant une thérapie par vibration très efficace. Agatha avait préparé, c'est-à-dire réchauffé au micro-ondes, 2 assiettes de hachis parmentier achetées chez Marks & Spencer et ouvert une bouteille de vin rouge. « Mange !» ordonna-t-elle à James, qui poussait sa nourriture du bout de sa fourchette sans conviction. « Tu as besoin de force. »
James prit une bouchée, mâcha lentement, puis posa sa fourchette. Il regarda Agatha avec une intensité qui lui fit oublier son propre appétit. « Tu m'as sauvé la vie, Agatha. Encore une fois. »« Oh, n'exagérons rien, » dit-elle en rougissant, cachant son embarras derrière son verre de vin. « Il ne t'aurait probablement pas tué, juste un peu amoché. » « Il pensait que j'avais l'argent, » dit James pensivement. Il a dit « Je sais qu'elle vous a donné quelque chose. Agatha, je te jure que Cilia, enfin Brenda, ne m'a jamais donné d'argent. » « Pas de l'argent directement, » réfléchit Agatha, « mais peut-être un moyen d'y accéder. Un numéro de compte? Une clé de coffre? As-tu gardé quelque chose qu'elle t'aurait donné? Même un objet anodin ?» James secoua la tête. « Rien, juste des papiers pour ce projet de centre culturel. Des brochures, des devis. Attends. » Il se redressa. « Il y a une semaine, elle m'a donné un livre, un vieux livre de poésie. Elle a dit « Tiens, James, c'est pour te remercier de ton inspiration. Lis le poème, page 42, c'est mon préféré. » Je n'y ai pas prêté attention. Je l'ai posé sur ma table de chevet. Les yeux d'Agatha s'illuminèrent. « Un livre? James, tu as laissé un indice potentiel sur ta table de chevet alors qu'un gangster fouillait ta maison? » Il a fouillé le salon et le bureau. Je ne crois pas qu'il soit monté à l'étage. Je l'ai intercepté dans l'entrée. Agatha se leva d'un bond, faisant protester les chats qui tombèrent sur le tapis avec indignation. Il faut aller chercher ce livre, maintenant. Si Sébastien revient, ou si un de ses associés rôde... Agatha, la police surveille la maison. La police surveille la rue. Ils ne verront pas quelqu'un passer par le jardin arrière. Viens. Ils retournèrent chez James, passant par la porte de communication du jardin, sous le regard attentif de la lune qui perçait enfin les nuages. Ils entrèrent par la porte-fenêtre de la cuisine. La maison était silencieuse. Ils montèrent l'escalier sur la pointe des pieds. La chambre de James était en ordre, contrairement au rez-de-chaussée. Sur la table de nuit, à côté d'une lampe et d'un réveil, reposait un petit volume relié en cuir vert. Anthologie de la poésie romantique anglaise. James le prit avec des mains tremblantes. Il l'ouvrit à la page 42. Ode to a Nightingale de Keats, lut-il. Regarde s'il y a quelque chose d'écrit, pressa Agatha. Une annotation? Un soulignement? James scruta la page. Rien, le texte est propre. Attends, la page semble un peu épaisse. Il frotte le papier entre son pouce et son index. Ce n'était pas une page simple, c'étaient 2 pages collées ensemble avec une précision méticuleuse. Agatha. Il attrapa un coupe-papier sur sa commode et, avec une délicatesse infinie, sépara les 2 feuillets. À l'intérieur, caché comme un secret d'amoureux, se trouvait un petit ticket de consigne. Un ticket jaune, un peu froissé, portant le logo de la gare de Paddington et un numéro 804. « Voilà l'héritage de Brenda Snook », murmura Agatha, « la clé du trésor. » James la regarda, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qu'on fait? On appelle Bill ?» Agatha prit le ticket et le glissa dans son soutien-gorge, l'endroit le plus sûr qu'elle connaisse. « Bien sûr qu'on appelle Bill. Demain. Mais ce soir, ce ticket reste avec moi. Et toi aussi d'ailleurs. Je ne te laisse pas dormir ici seule avec une fortune potentielle cachée dans du papier. Tu dors sur mon canapé. » James ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Il regarda la fenêtre sombre, puis Agatha, solide et rassurante dans sa robe froissée. « D'accord, » dit-il doucement. « Merci, Agatha. » Alors qu'il redescendait, Agatha ne put s'empêcher de sourire. Elle avait résolu l'énigme, sauvé l'homme, et maintenant elle allait l'avoir sous son toit pour la nuit. Le meurtre était une affaire terrible, certes, mais il avait indéniablement ses avantages pour la vie sociale. Chapitre 7. Terminus Paddington. Agatha Raisin s'éveilla avec une sensation étrange et délicieuse, comme si c'était le matin de Noël et qu'elle avait 8 ans. Il lui fallut quelques secondes pour que la brume du sommeil se dissipe et que la réalité lui revienne en mémoire. Elle n'avait pas 8 ans, c'était un lundi matin pluvieux et il y avait un homme dans son salon. James Lacey, sur son canapé. Elle rejeta sa couette avec une énergie soudaine, manquant d'envoyer valser Hodge qui dormait au pied du lit. Le chat émit un miaulement indigné, mais Agatha l'ignora. Elle avait une mission bien plus urgente que de nourrir ses félins. Elle devait se rendre présentable avant de descendre. Elle fila dans la salle de bain, s'aspergea le visage d'eau froide et s'examina impitoyablement dans le miroir. Les cernes étaient là, témoins de la soirée agitée de la veille.
mais ses yeux brillaient d'une excitation fiévreuse. Elle appliqua rapidement une couche de fond de teint, un peu de fard à joues pour simuler une fraîcheur naturelle, et brossa ses cheveux avec vigueur. Elle choisit une tenue pratique pour une chasse au trésor urbaine, un pantalon noir bien coupé, un pull en cachemire rouge pour la touche de couleur et ses fidèles bottines en cuir. Elle glissa le précieux ticket de consigne, qui avait passé la nuit sous son oreiller, dans la poche intérieure de sa veste. Lorsqu'elle descendit, elle trouva James déjà réveillé. Il avait plié la couverture avec une précision militaire et était en train de boire une tasse de thé dans la cuisine, tandis que Boswell se frottait contre ses jambes avec une traîtrise flagrante. « Bonjour !» dit James en se retournant. Il avait l'air froissé, la barbe naissante ombrant sa mâchoire, ce qui, aux grandes dames d'Agatha, ne faisait qu'ajouter à son charme viril. « J'ai pris la liberté de faire du thé. Je n'ai pas trouvé de café qui ne soit pas instantané. » « Le café instantané est très bien pour les urgences, » rétorqua Agatha, un peu vexée, en se servant une tasse. « Et ceci est une urgence. As-tu bien dormi ?»« Aussi bien qu'on peut dormir en sachant qu'un gangster à cicatrices rôde dans le quartier, » répondit James avec un sourire en coin. « J'ai appelé Bill Wong ce matin, très tôt. Il a placé une voiture de patrouille devant ma maison et une autre au bout de ta rue. Sébastien semble s'être volatilisé. »« Il est parti lécher ses plaies, » décréta Agatha avec assurance, ou chercher un autre moyen de récupérer son butin. Ce qui veut dire que nous devons arriver à Paddington avant lui. Elle avala son thé brûlant, attrapa un paquet de biscuits pour le petit déjeuner, la nutrition équilibrée attendrait, et jeta les clés de sa voiture à James. « Tu conduis jusqu'à la gare de Moreton. Je garde les yeux ouverts. » Le trajet en train vers Londres fut tendu. Agatha, qui d'ordinaire profitait du voyage pour observer les autres passagers et critiquer mentalement leur tenue, passait son temps à scruter chaque visage qui entrait dans le wagon. Chaque homme en manteau sombre devenait un suspect potentiel. Chaque regard appuyé semblait cacher une menace. James, assis en face d'elle, était silencieux. Il regardait le paysage défiler, perdu dans ses pensées. « À quoi penses-tu » finit par demander Agatha, incapable de supporter le silence plus longtemps. « Je pense à Cilia, enfin, Brenda, dit-il doucement. Je me demande comment j'ai pu être aussi aveugle. Elle jouait un rôle, et je suis tombée dans le panneau comme un débutant. Elle devait bien rire en me voyant pontifier sur la littérature, alors qu'elle cherchait juste une cachette pour son argent. » Agatha sentit une pointe de compassion, vite remplacée par son pragmatisme habituel. La vanité est un vilain défaut, James. Nous en sommes tous victimes. Elle a flatté ton ego. C'est la plus vieille astuce du monde. L'important maintenant, c'est de réparer les dégâts. Le train entra en gare de Paddington dans un crissement métallique. L'immense sol victorien bourdonnait d'activité. Des milliers de voyageurs se croisaient, traînant des valises à roulettes, courant après des trains ou fixant les panneaux d'affichage avec anxiété. Agatha agrippa le bras de James. « Restons groupés, la consigne est par là. » Ils se frayèrent un chemin à travers la foule. Agatha avait la main sur sa poche, vérifiant toutes les 30 secondes que le ticket jaune était toujours là. Elle se sentait comme un agent secret en mission, bien que les agents secrets aient probablement moins mal aux pieds. La zone des consignes automatiques était située dans un coin un peu à l'écart, baignée d'une lumière néon crue. Il y avait des rangées de casiers gris métalliques numérotés. 804, murmura Agatha en scannant les chiffres. 790, 800, voilà. Le casier 804 était situé à hauteur des yeux. Il semblait terriblement banal pour contenir le secret d'un meurtre. Agatha sortit le ticket. Il y avait un code-barre imprimé dessus. Elle le présenta sous le scanner de la serrure électronique. Et il y eut un bip sonore, puis un déclic mécanique. La petite porte s'entr'ouvrit. Agatha et James échangèrent un regard. Le moment de vérité. Agatha retint son souffle et tira la porte. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet. Un sac de voyage en toile bleue marine, de taille moyenne, assez ordinaire. Il avait l'air lourd. Agatha le saisit par les poignets et le tira. Il pesait effectivement son poids. « On ne l'ouvre pas ici », chuchota James, regardant nerveusement autour d'eux. « Il y a des caméras partout et trop de monde. »« Allons aux toilettes des dames », proposa Agatha. « Personne n'ira nous déranger là-bas. »« Je ne peux pas entrer dans les toilettes de Dan. »« Oh, ne sois pas si prude. Très bien, allons au café du coin, celui qui est toujours vide parce que leur café a le goût de jus de chaussette. » Ils se dirigèrent vers un petit établissement situé près de la sortie latérale de la gare. Comme prévu, il était presque désert. Ils s'installèrent dans une cabine au fond, à l'abri des regards indiscrets.
Agatha posa le sac sur la banquette entre eux. Vas-y, dit James. Agatha tira lentement la fermeture éclair. Le bruit du zip sembla résonner comme un coup de tonnerre dans le café silencieux. Elle écarta les bords du sac. À l'intérieur, soigneusement empilés, se trouvaient des liasses de billets de 50 livres. Des dizaines de liasses. C'était plus d'argent qu'Agatha n'en avait jamais vu en espèces de toute sa vie, même à l'époque où elle vendait son agence. Bon sang, souffla James. Il doit y avoir 200 000 livres là-dedans. C'est l'argent du gala. Mais Agatha fouillait déjà plus loin. Sous les billets, elle sentit quelque chose de dur. Elle sortit un carnet à spirale noire, du genre qu'on achète dans n'importe quelle papeterie pour quelques livres. Elle l'ouvrit. Les pages étaient couvertes d'une écriture fine et nerveuse. 12 mars. Reçu 50 000 de S. Le blanchiment passe par la société écran Cotswold Heritage. 15 avril. S devient menaçant. Il veut augmenter sa part à 60%. Il ne sait pas que j'ai accès au compte offshore. 2 mai. J'ai rencontré JL, James Lacey. Il est parfait, naïf, respectable. Si je dois cacher quelque chose, ou me cacher moi-même, il servira d'écran. James lut par-dessus son épaule et devint rouge de colère. Naïf? Elle a écrit que j'étais naïf? Concentre-toi, James, dit Agatha, tournant les pages fébrilement. Regarde ça. À la dernière page, il y avait une liste de noms et de numéros de compte. Et tout en bas, une note griffonnée à la hâte. Si quelque chose m'arrive, c'est Sébastien. Il s'appelle en réalité Arthur K. Sébastien. Il loge au 22B, ruelle des Tanneries, à Gloucester. On l'a, triompha Agatha. On a l'argent, on a le mobile et on a l'adresse du tueur. C'est fini. Elle referma le sac avec un zip sonore. Maintenant, on retourne à Carceli et on donne tout ça à Bill. Et je veux voir sa tête quand je lui déposerai 200 000 livres sur son bureau. Ils se levèrent, Agatha portant le sac avec une possessivité farouche. Ils sortirent du café et retournèrent vers les quais. L'euphorie de la découverte les rendait un peu moins prudents. Ils marchaient vite, discutant déjà de la façon dont ils allaient raconter l'histoire au village. Imagine la tête d'Eddie Sprouse quand elle saura que Celia était une criminelle, ricanait Agatha. Agatha, attends, dit soudain James, s'arrêtant net et lui agrippant le bras. Sa voix avait changé. Elle était basse, urgente. Quoi? Ne te retourne pas tout de suite. À 3 heures, près du kiosque à journaux. Agatha, bien sûr, se retournait immédiatement. Près du kiosque, un homme était en train d'acheter un journal. Il portait un long manteau gris et un chapeau mou. Mais ce n'était pas le vêtement qui attira l'attention d'Agatha. C'était la façon dont il se tenait, raide, attentif. Et quand il tourna la tête, Agatha vit le profil. Ce n'était pas Sébastien. C'était l'homme qui conduisait la Jaguar noire la veille, mais sans la cicatrice. Un homme de main, un complice, l'homme les vit. Ses yeux se posèrent sur le sac bleu que tenait Agatha. Il jeta son journal par terre et commença à marcher vers eux, fendant la foule avec détermination. « Cours !» hurla James. Ils détalèrent comme des lapins, zigagant entre les valises et les voyageurs mécontents. Agatha serrait le sac contre sa poitrine, le poids de l'argent lui sciant les bras. « Le train !» cria Agatha. « Le train pour Oxford part du quai 4 dans 2 minutes. » Ils coururent vers le quai 4. Le contrôleur s'apprêtait à siffler le départ. « Attendez !» s'époumonna James. Et ils franchirent les barrières in extremis, montrant leurs billets à la volée, et sautèrent dans le dernier wagon, au moment même où les portes commençaient à se refermer. Agatha tomba sur un siège, le souffle court, le cœur battant comme un marteau-piqueur. James s'affala à côté d'elle, essuyant la sueur de son front. À travers la vitre, ils virent l'homme au manteau gris arriver sur le quai. Il regarda le train s'éloigner, son visage tordu par la frustration. Il sortit un téléphone portable et composa un numéro frénétiquement. « On l'a échappé belle !» haleta Agatha. « Il appelle Sébastien. »« Et ils savent qu'on a le sac, » dit sombrement James. « Et ils savent qu'on retourne à Carceli. Et ils vont nous attendre. » Le train prit de la vitesse, laissant Londres derrière eux. Mais la sécurité des Cotswolds semblait soudain très illusoire. Ils transportaient une bombe à retardement en billets de banque, et la mèche était allumée. « Nous ne pouvons pas aller directement chez Bill, » dit Agatha, son esprit reprenant le dessus sur sa panique. « Ils surveilleront le poste de police, et probablement ta maison et la mienne. »« Alors, où va-t-on » demanda James, désemparé. Agatha sourit, un sourire féroce qui ne promettait rien de bon pour ses ennemis. « On va là où personne ne pensera à nous chercher.
au cœur du système de commérage de Carceli, chez la seule personne qui peut cacher n'importe quoi sous une apparence de respectabilité totale. Tu ne penses pas à... Si, on va au presbytère. Madame Bloxby va avoir de la visite. Chapitre 8. Confessionnal et petit four. La pluie avait repris de plus belle lorsque la voiture d'Agatha dérapa légèrement sur les graviers de l'allée du presbytère. Agatha coupa le moteur et se tourna vers James. Dans la pénombre de l'habitacle, le sac de sport bleu posé sur les genoux de James semblait pulser d'une énergie malveillante. « On court jusqu'à la porte », ordonna Agatha, « et essaie d'avoir l'air naturel, comme si tu portais du linge sale et non le budget annuel d'un petit pays. » Ils sortirent sous l'averse et martelèrent la porte en chêne massive du presbytère. Quelques secondes plus tard, Madame Bloxby apparut. Elle portait un tablier fariné et une expression de douce surprise, qui se transforma instantanément en inquiétude en voyant leur visage défait. « Agatha, James, mais vous êtes trempés jusqu'aux os. Entrez, vite !» Ils s'engouffrèrent dans le hall, apportant avec eux une bouffée d'air froid et d'odeur de pluie. Agatha verrouilla la porte derrière elle avec un tour de clé énergique. Puis, par mesure de sécurité, tira le lourd verrou de fer. Madame Bloxby haussa un sourcil. Je suppose que ce n'est pas une visite de courtoisie pour discuter du sermon de dimanche prochain. Sarah, nous avons des ennuis, dit Agatha, utilisant le prénom de son amie, signe de la gravité extrême de la situation. De gros ennuis. Nous avons besoin d'asile politique ou ecclésiastique, peu importe comment on appelle ça quand on se cache chez le pasteur. Venez dans la cuisine, dit Madame Bloxby, avec ce calme limpien qui avait désamorcé plus de crises paroissiales qu'Agatha ne pouvait compter. Al fait partie à une conférence diocésaine à Gloucester pour 2 jours. Nous ne serons pas dérangés. Je viens de sortir des sablés du four. La cuisine du presbytère était l'endroit le plus rassurant de l'univers. Le poêle en fonte ronronnait doucement, une horloge tic-taquait au mur, et l'odeur de beurre chaud suffisait presque à faire oublier qu'ils étaient poursuivis par la mafia londonienne. James posa le sac sur la table en pain, écartant un pot de confiture de prunes. Agatha s'affala sur une chaise, ses cheveux mouillés collés au front. « Alors, commença Madame Bloxby en remplissant la bouilloire, dites-moi tout. » Agatha et James racontèrent leur périple. La découverte du ticket dans le livre de poésie, la consigne à Paddington, l'argent, le carnet et la fuite éperdue devant les hommes de main de Sébastien. Lorsqu'Agatha ouvrit le sac pour révéler les liasses de billets, Madame Bloxby dut s'asseoir. Elle porta une main à sa croix en argent. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « C'est une somme astronomique. Et dire que nous avons du mal à récolter 100 livres pour le toit de l'église. » « C'est l'argent du vol de charité, » expliqua James. « Et l'épreuve qui innocente tout le monde, sauf Célia, ou plutôt Brenda, et son complice Sébastien. »« Nous devons appeler Bill, » dit Madame Bloxby, retrouvant son pragmatisme. « On ne peut pas, » coupa Agatha. « Il surveille le poste de police. Il surveille nos maisons. S'ils nous voient sortir avec ce sac, ils nous tomberont dessus avant qu'on ait pu dire amen. Nous sommes coincés. » Madame Bloxby se leva pour verser l'eau bouillante dans la théière. Elle laissa infuser quelques instants, pensive. « Vous sous-estimez Carsley, Agatha, » dit-elle doucement. « Pardon ? Vous pensez que Sébastien et ses hommes peuvent surveiller tout le village sans se faire remarquer ? C'est impossible. Ici, un étranger est repéré en moins de 3 minutes. Une voiture inconnue est cataloguée, analysée et jugée suspecte avant même d'avoir coupé le moteur. » Elle posa la théière sur la table avec un petit bruit sec. Si ces hommes sont dans les parages, le village le sait déjà. Comme pour confirmer ses dires, le téléphone mural de la cuisine sonna. Madame Bloxby décrocha. « Presbytère de Carceli, bonjour ?»« Oh, bonjour Madame Gore. »« Oui, je comprends. Une voiture grise ? Avec 2 hommes qui ont l'air patibulaires ? » ?»« Oui, garée près de l'école primaire. »« Non, ne sortez pas. Merci de m'avoir prévenu. » Elle raccrocha et se tourna vers Agatha avec un petit sourire triomphant. Le réseau fonctionne. Madame Gore a repéré une berline grise avec 2 hommes qui fument à la chaîne près de l'école. Ils demandent aux passants s'ils ont vu une femme brune avec un sac bleu et un homme grand qui a l'air coupable. « Je n'ai pas l'air coupable, » protesta James. « Selon Madame Gore, vous avez l'air d'un homme qui a oublié d'acheter des fleurs pour la Saint-Valentin, ce qui, dans son esprit, est équivalent à un crime capital, » corrigea Madame Bloxby. Agatha mordit dans un sablé, réfléchissant à toute vitesse. Le sucre et le beurre lui redonnaient de l'énergie. « Alors ils nous cherchent. Ils savent qu'on est revenus, mais ils ne savent pas qu'on est ici. »
Pour l'instant, nuança Madame Bloxby. Mais si Madame Gore les a vus, ils finiront par voir Madame Gore. Et elle n'est pas connue pour sa résistance à l'interrogatoire, surtout si l'interrogateur est un bel homme ténébreux. Nous devons faire venir Bill ici, décida Agatha, mais discrètement. Si Bill arrive avec la sirène et les gyrophares, Sébastien saura où nous sommes et il pourrait tenter le tout pour le tout. Une fusillade au presbytère, ça ferait désordre. Il faut un leurre, dit James. Ses yeux brillaient. Il semblait prendre goût à l'aventure. Il faut leur faire croire que nous sommes ailleurs. Agatha le regarda avec une nouvelle appréciation. Continue. S'ils pensent que nous sommes retournés chez toi ou chez moi, ils concentreront leurs forces là-bas. Pendant ce temps, Bill peut venir ici par l'arrière, par le sentier du cimetière, récupérer le sac et les preuves. Mais comment leur faire croire qu'on est chez moi sans y être ? Demanda Agatha. Madame Bloxby sourit, un sourire malicieux qui démentait sa réputation de sainte femme. Je crois que je peux arranger ça. Le cercle de tricot se réunit dans 1 heure à la salle paroissiale, mais je peux appeler quelques dames clés et leur demander de propager une rumeur. Disons que Agatha Raisin a été vue rentrant chez elle par la porte de derrière, l'air terrifiée. Vous feriez ça ? S'étonna Agatha. Mentir ? Ce n'est pas un mensonge, c'est une stratégie pastorale de protection, rectifia Madame Bloxby avec dignité. Et puis, cela donnera à ces dames quelque chose de passionnant à raconter pour les 6 prochains mois. Elles s'ennuient tellement depuis que le concours de la plus grosse citrouille a été annulé. Agatha ne pouvait s'empêcher de rire. Et c'était pour cela qu'elle aimait ce village. Malgré tout, sous les apparences de calme et d'ennui, c'était une forteresse imprenable tenue par des grands-mères en tweed. Le plan fut mis à exécution. Madame Bloxby passa 3 coups de téléphone stratégiques. Un à la postière, un à la femme de l'épicier et un à la sœur du bedeau. En moins de 20 minutes, la rumeur se répandit dans Carcely comme une traînée de poudre. Agatha Raisin était chez elle. Elle s'était barricadée. Elle avait une arme. Pendant ce temps, Agatha appela Bill Wang sur son portable personnel. « Bill, tais-toi et écoute. Je suis au presbytère, j'ai l'argent, j'ai le carnet de compte de Brenda Snook, j'ai l'adresse de Sébastien. Ne viens pas par la route principale, passe par le vieux chemin des charrettes, derrière l'église. Gare-toi loin et viens à pied. Et pour l'amour du ciel, ne mets pas ta sirène. »« Agatha, je vous cherchais partout. Vous êtes folle ?» hurla Bill. Mais on sentait le soulagement dans sa voix. « J'arrive dans 10 minutes. » L'attente commença. La pluie battait contre les vitres de la cuisine. La nuit commençait à tomber, enveloppant le presbytère d'ombres inquiétantes. James faisait les 100 pas. Agatha mangeait des sablés nerveusement. Soudain, un bruit de verre brisé retentit. Non pas ici, au presbytère, mais au loin. Un bruit sourd, suivi d'une alarme stridente. « C'est l'alarme de chez moi !» s'écria Agatha, se levant d'un bond. « Ils ont mordu à l'hameçon. Ils sont en train de forcer ma porte. » « Ça veut dire que Bill a le champ libre ?» dit James. Quelques instants plus tard, on frappa doucement à la porte de service de la cuisine. Agatha s'en saisit un tisonnier. Elle semblait avoir développé une affinité pour cet objet et s'approcha. « Qui est là ?»« C'est Bill. Ouvrez !» Agatha ouvrit. Bill Wang entra, trempé, de la boue sur ses chaussures, mais son visage rond était déterminé. Il tenait sa radio d'une main et sa matraque de l'autre. « Ils sont chez vous, Agatha, » dit-il en reprenant son souffle. « Une patrouille les a vus entrer dans votre jardin. Mes hommes sont en train d'encercler votre cottage. Ils pensent que vous êtes dedans. »« Parfait, » dit Agatha. Elle désigna le sac bleu sur la table. « Voilà votre cadeau, Bill. 200 000 livres et la confession écrite de Brenda Snook. Maintenant, allez arrêter ces malfrats avant qu'ils ne cassent mes bibelots en porcelaine. » Bill regarda le sac, siffla d'admiration, puis regarda Agatha. « Vous restez ici, je suis sérieux, pas d'héroïsme. Je vais coordonner l'arrestation. » Il prit le sac, lourdement, et le carnet, puis repartit dans la nuit. Agatha, James et Madame Bloxby restèrent seuls dans la cuisine. Le silence revint, mais il était chargé d'électricité. « Tu crois qu'ils vont se rendre sans histoire ?» demanda James. Agatha secoua la tête. Sébastien n'est pas du genre à se rendre. Il a une Jaguar et un ego surdimensionné. Ça va barder. Elle se tourna vers la fenêtre. On pouvait voir par-delà les toits du village les lueurs bleues des gyrophares qui clignotaient autour de son cottage, à 2 rues de là. C'était un spectacle son et lumière privée. « Je devrais y être ?» grommela-t-elle. « C'est ma maison. » « Agatha, assieds-toi.
dit Madame Blocksby fermement. Prenez un autre sablé. C'est le travail de la police maintenant. Mais le destin, ou peut-être la nature curieuse d'Agatha, en décida autrement. La porte d'entrée principale du presbytère résonna soudain d'un coup violent, un coup de bélier. Le bois craqua. Les 3 occupants de la cuisine se figèrent. « Ils ne sont pas tous chez Agatha », murmura James, horrifié. « L'homme au manteau gris, il nous a vus à la gare. Il sait qu'on est malin. Il n'a pas cru à la rumeur. » Un deuxième coup fit trembler Anezon. « Ouvrez !» hurla une voix rauque. « On sait que vous êtes là. Donnez-nous le fric !» Agatha regarda autour d'elle. Pas d'armes, à part le tisonnier et une théière brûlante. Bill était parti avec le sac. Il n'avait plus l'argent, mais les gangsters ne le savaient pas. « Au grenier !» chuchota Madame Blocksby. « Il y a un verrou solide sur la trappe. Vite !» Ils se précipitèrent hors de la cuisine vers l'escalier. Au moment où ils atteignaient le premier étage, la porte d'entrée céda dans un fracas de bois éclaté. « Trouvez-les !» aboya la voix de Sébastien. Il était là lui aussi. Il avait envoyé ses sbires chez Agatha pour faire diversion, mais il était venu chercher sa proie lui-même. Agatha poussa Madame Blocksby devant elle dans l'escalier étroit menant au grenier. James suivait, fermant la marche. « Je vais les retenir », dit James en s'arrêtant sur le palier. Il saisit une lourde chaise en chêne qui décorait le couloir. « Ne sois pas idiot, James. Monte !» cria Agatha. « Il faut que quelqu'un barre l'escalier. Monte, Agatha. Pour une fois, fais ce qu'on te dit. » Agatha hésita une seconde, le cœur déchiré. James, son James, jouait les héros. Elle grimpa l'échelle du grenier, aidait Madame Blocksby à se hisser, puis se pencha pour regarder en bas. James se tenait en haut des marches, la chaise levée, tel un lion en tweed défendant sa tanière. En bas, Sébastien et l'homme au manteau gris montaient 4 à 4, des armes de poing à la main. « James !» hurla Agatha. Un coup de feu claqua. Le bruit fut assourdissant dans l'espace confiné de la cage d'escalier. James vacilla. La chaise lui échappa des mains et dévala les marches, heurtant Sébastien qui jura. James s'effondra contre le mur, une main pressée contre son épaule. « Non !» hurla Agatha. Elle voulut redescendre, mais Madame Blocksby, avec une force insoupçonnée, tira sur son bras et rabattit la trappe du grenier, poussant le verrou juste au moment où un corps heurtait le bois par en dessous. Elles étaient enfermées dans le noir, et James était de l'autre côté, blessé, avec 2 tueurs. Chapter 9. Le jugement dernier, ou presque. Il faisait noir comme dans un four dans le presbytère, une obscurité épaisse qui sentait la poussière, la vieille cire et la lavande séchée. Agatha était accroupie sur les lattes de plancher brut, le souffle court, ses oreilles bourdonnant encore de l'écho du coup de feu. À côté d'elle, elle sentait la présence rassurante mais tremblante de Madame Blocksby. La femme du pasteur murmurait quelque chose qui ressemblait fort au psaume 23, mais Agatha n'avait pas le temps pour la théologie. Son esprit était tout entier focalisé sur ce qui se passait en dessous. « James !» souffla-t-elle, la gorge serrée par une peur glaciale qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas la peur de mourir, c'était la peur de vivre dans un monde où James Lacey n'existerait plus. D'en bas, une voix familière et détestable s'éleva, étouffée par l'épaisseur de la trappe en bois. « Ouvrez cette trappe, Madame Raisin. Je n'ai pas de temps à perdre. Donnez-moi le sac, et je laisserai votre ami se vider de son sang en paix. Sinon, je monte et je finis le travail. »« Allez au diable !» hurla Agatha, sa voix se brisant sur la dernière syllabe. Un rire sinistre lui répondit. « Le diable est déjà là, ma chère. » Un coup violent ébranla la trappe. Le verrou, un vieux morceau de fer rouillé, gémit sous l'impact. Agatha se jeta de tout son poids sur les planches, espérant que ces quelques kilos en trop, habituellement source de désespoir, serviraient enfin à quelque chose d'utile. « Il faut une arme !» chuchota-t-elle frénétiquement à Madame Blocksby. « Sarah, qu'est-ce qu'il y a ici ?»« Des décorations de Noël, les archives des baptêmes depuis 1920 et les rebuts de la kermesse de l'année dernière, » balbutia Madame Blocksby. Elle tâtonna dans le noir et fit tomber quelque chose qui résonna avec un bruit métallique. Agatha tendit la main et ses doigts se refermèrent sur un objet froid, lourd et anguleux. Elle reconnut la forme au toucher. C'était la vieille statue en laiton de Saint-Michel terrassant le dragon. Celle que le vicaire avait remisée parce qu'il la trouvait trop agressive pour l'hôtel des enfants. « Merci Saint-Michel !» grogna Agatha
empoignant la statue par les ailes. Elle pesait bien 5 kilos, une arme contondante bénie. En bas, Sébastien perdait patience. C'est la dernière sommation. Un autre coup de feu retentit, cette fois tiré directement dans le bois de la trappe. Une écharde vola près de la joue d'Agatha, qui recula en poussant un cri. Un rayon de lumière provenant du couloir traversa le trou de la balle, dessinant un petit cercle pâle sur la poutre du toit. « Il va faire sauter le verrou !» s'écria Madame Blocksby, perdant enfin son calme légendaire. « Non !» dit Agatha, une rage froide remplaçant sa panique. « Il ne fera rien du tout. » Soudain, le hurlement des sirènes déchira la nuit. Pas les sirènes lointaines de la fausse alerte chez Agatha, mais des sirènes proches, hurlantes, qui s'amplifiaient à chaque seconde. Bill Wong n'était pas tombé dans le panneau longtemps, ou peut-être que le coup de feu avait alerté tout le quartier. En bas, on entendit un juron sonore. « Les flics, on se tire !» cria la voix de l'homme de main. « Pas sans l'argent !» rugit Sébastien. Il y eut un bruit de lutte, des pas lourds dans l'escalier, puis le son caractéristique de quelqu'un qui essaie de forcer le passage. Agatha comprit ce qui allait se passer. Sébastien était acculé. Il allait tenter le tout pour le tout. Il donna un coup d'épaule furieux contre la trappe. Le bois craqua sinistrement. Agatha se leva. Elle fit signe à Madame Blocksby de reculer. Elle se positionna juste au-dessus de l'ouverture, Saint-Michel levé au-dessus de sa tête comme une massue médiévale. « Tu veux entrer ?» murmura-t-elle. « Alors, entre !» D'un geste brusque, au moment exact où Sébastien s'apprêtait à frapper à nouveau, Agatha tira le verrou et ouvrit la trappe à la volée. Surpris par l'absence de résistance, Sébastien perdit l'équilibre et bascula en avant, le visage levé vers l'ouverture béante du grenier. Ce qu'il vit ne fut pas un sac de billets, mais une Agatha Raisin échevelée, les dents serrées, abattant une statue en laiton sur sa tête avec la force d'une femme qui n'a pas mangé de vrai repas depuis 6 heures. Il y eut un bruit sourd et mat, douloureux rien qu'à entendre. « Prends ça !» hurla Agatha. Sébastien poussa un grognement étouffé, ses yeux se révulsèrent et il tomba à la renverse dans l'escalier, entraînant son complice dans sa chute tel un jeu de quilles humaines. Ils dévalèrent les marches dans un fracas de membres et de cris pour finir leur course en un tas gémissant au pied de l'escalier, juste au moment où la porte de la cuisine volait en éclats sous la botte de Bill Mong. « Police, ne bougez plus !» Agatha resta figée un instant, la statue encore levée, le souffle court. Puis, la réalité la rattrapa. Elle lâcha Saint-Michel, qui tomba sur le plancher du grenier, et se précipita vers l'échelle. « James !» Elle dévala les marches, manquant de marcher sur la main inerte de Sébastien, qui gisait inconscient, une bosse de la taille d'un œuf de pigeon ornant déjà son front. Elle l'enjamba sans un regard et courut vers le palier. James était assis par terre, adossé au mur, le visage d'une pâleur mortelle. Sa veste en tweed était déchirée à l'épaule et une tache sombre s'élargissait sur sa chemise. Mais ses yeux étaient ouverts et quand il vit Agatha, un faible sourire étira ses lèvres. « Joli coup, Agatha !» murmura-t-il. « J'ai entendu la chute. Tu lui as jeté le toit sur la tête ?» Agatha tomba à genoux près de lui, ignorant Bill qui menottait les deux hommes en bas. Ses mains tremblaient en survolant la blessure sans oser la toucher. « Imbécile !» sanglota-t-elle, les larmes coulant enfin librement, ruinant ce qui restait de son mascara. « Grand imbécile vaniteux, pourquoi as-tu fait ça? Tu te prends pour James Bond? Tu es un écrivain de guide de voyage, bon sang !»« Je voulais te protéger, » dit-il simplement. Sa voix était faible, mais il y avait une lueur dans son regard qu'Agatha n'avait jamais vue auparavant. Une lueur de respect et peut-être un peu plus. « Eh bien, c'est raté !» renifla Agatha, en essayant d'éponger le sang avec son écharpe en soie hors de prix. « C'est moi qui ai dû assommer le méchant, comme d'habitude. » Bill Wong apparut en haut de l'escalier, suivi de 2 ambulanciers. « Laissez-nous faire, Agatha, » dit-il doucement, posant une main sur son épaule. « Il va s'en sortir. La balle a traversé l'épaule. Elle n'a rien touché de vital. Il a juste perdu du sang. » Agatha se laissa écarter à contre-cœur. Elle regarda les ambulanciers s'affairer autour de James, lui poser une voix veineuse, vérifier ses constantes. Elle se sentait soudain vide, épuisée, comme une poupée de chiffon dont on aurait coupé les fils. Madame Blocksby descendit doucement du grenier, époussetant sa jupe pleine de toiles d'araignée. Elle vint se placer à côté d'Agatha et lui prit la main. « C'est fini, Agatha. Vous avez réussi. » En bas, on emmenait Sébastien et son complice. L'homme à la cicatrice reprit brièvement conscience en passant devant Agatha.
Il la regarda avec un mélange de haine et d'incrédulité. Une statue, grommela-t-il. Abattue par une vieille folle avec une statue. C'est Saint-Michel, espèce de crétin, répliqua Agatha avec sa dernière once d'énergie. Et la vieille folle, elle vous a mis en échec et mat. On chargea James sur une civière. Au moment de passer la porte, il tendit sa main saine vers Agatha. « Tu viens avec moi ?» Agatha attrapa sa main. « Essaie seulement de m'en empêcher. J'ai besoin de vérifier qu'ils ne te mettent pas dans une chambre avec une infirmière trop jolie. » Ils sortirent dans la nuit fraîche. La pluie avait cessé. Devant le presbytère, une petite foule s'était déjà rassemblée malgré l'heure tardive. Le chœur de Carzeli était au complet. Madame Gore en robe de chambre, Derek Hargreaves et même Edith Prowse qui regardait la scène avec une satisfaction évidente. Quand ils virent Agatha marcher à côté de la civière, tenant la main de James, un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était pas un murmure de commérage malveillant cette fois, c'était un murmure d'approbation. « Elle l'a sauvée !» entendait-on. « C'est une dure à cuire, cette Agatha. » Agatha redressa la tête. Elle était décoiffée, tachée de sang et de poussière. Ses talons claquaient bizarrement sur le bitume. Mais à cet instant précis, elle se sentait comme la reine des Cotswolds. Elle monta dans l'ambulance, s'assit sur la banquette inconfortable et regarda les portes se refermer sur le village. Pour une fois, l'enquête était résolue. Le méchant était sous les verrous et l'homme qu'elle aimait lui tenait la main. Si seulement il n'avait pas fallu une balle de revolver et 200 000 livres volés pour en arriver là, la soirée aurait été parfaite. « Ne t'endors pas, James !» dit-elle doucement, alors que l'ambulance démarrait. « J'ai encore plein de choses à te dire. À commencer par le fait que tu me dois un nouveau toit pour ma maison, vu que la police l'a probablement démoli pour rien. » James fermait les yeux, un sourire aux lèvres. « Je t'écoute, Agatha. Je t'écoute. » Chapitre 10. L'addition est salée. Une semaine s'était écoulée depuis la fameuse « bataille du presbytère », comme l'appelait désormais le journal local avec un sens du drame un peu trop appuyé. La vie à Carsely reprenait doucement son cours normal, ce qui signifiait essentiellement que les habitants avaient cessé de regarder par-dessus leur épaule pour guetter des tueurs à gages et recommencé à s'espionner les uns les autres pour des histoires de haies mal taillées. Agatha Raisin se tenait dans le couloir de l'hôpital de Gloucester, un bouquet de fleurs fanées à la main. Elle avait passé les 7 derniers jours dans un état de flottement romantique, persuadée que l'expérience de mort imminente qu'elle avait partagée avec James allait enfin servir de catalyseur à leur relation. Après tout, dans les films, c'était toujours le moment où le héros, réalisant la fragilité de l'existence, demandait l'héroïne en mariage. Elle entra dans la chambre 312. James était assis dans son lit, un bras en écharpe, en train de lire un magazine de jardinage d'une main distraite. Il avait bonne mine, le teint reposé, débarrassé de cette pâleur cadavérique qui avait tant effrayé Agatha la nuit du drame. « Bonjour, James », dit-elle, en posant les fleurs sur la table de nuit, à côté d'une montagne de fruits et de chocolat offerts par les dames du village. Il semblait que se faire tirer dessus augmentait considérablement la popularité d'un homme célibataire. « Ah, Agatha », répondit James avec un sourire chaleureux. Et Agatha le remarqua immédiatement avec un pincement au cœur, dépourvu de cette étincelle passionnée qu'elle espérait. « Bill est passé ce matin. Il m'a dit que Sébastien et son complice sont avoués. Ils seront inculpés pour tentative de meurtre, cambriolage et blanchiment d'argent. » Agatha s'assit sur le bord du lit, lissant sa jupe. « C'est une excellente nouvelle. Et l'argent. Saisis. Il servira à rembourser une partie des sommes détournées par Brenda lors du gala des orphelins. C'est une fin juste. » Il y eut un silence. Agatha attendait. C'était le moment. Le soleil perçait à travers les stores. L'atmosphère était intime. James posa son magazine. Il la regarda droit dans les yeux. « Agatha, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine. À nous, à ce qui s'est passé. » Le cœur d'Agatha se mit à battre la chamade. « Oui, tu m'as sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. Tu es une femme extraordinaire, courageuse, tenace. » Il hésita. « Mais je me suis aussi rendu compte que je suis un homme tranquille. J'aime mes livres, mon jardin, mon calme. Et toi, tu es une tempête, Agatha. Une tempête magnifique, mais une tempête quand même. » Agatha sentit son sourire se figer comme du plâtre sec. Elle voyait venir le « mais » gros comme une maison. « Je pense que j'ai besoin de prendre un peu de recul, » continua-t-il doucement. « Dès que je serai sortie d'ici, j'ai l'intention de partir quelques semaines, pour écrire, peut-être en Écosse. J'ai besoin de calme. »
La déception frappa Agatha comme un coup de poing dans l'estomac, suivi immédiatement par la colère, sa vieille amie protectrice. « En Écosse !» répétait-elle d'une voix aigre. « Très bien, va te faire manger par les moustiques dans les Highlands si c'est ce que tu veux. C'est tout le remerciement que j'obtiens pour avoir assommé un gangster avec une statue de 3 kilos. » Agatha, ne le prends pas comme ça. Je le prends comme je veux. Elle se leva brusquement. Profite bien de tes vacances, James, et ne t'attends pas à ce que j'arrose tes plantes pendant ton absence. Elles peuvent mourir de soif, comme mes espoirs. Elle sortit de la chambre en claquant la porte, ignorant les regards scandalisés des infirmières. Elle marcha jusqu'à sa voiture d'un pas furieux, maudissant tous les hommes de la terre, et James Lacey en particulier. De retour à Carsley, Agatha décida qu'elle ne se laisserait pas abattre. Elle avait une réputation à tenir. Elle se rendit directement au centre du village. Le Honeybee Tea Room était ouvert, mais l'enseigne sophistiquée avait disparu, remplacée par une ardoise simple annonçant « Chez Lily, thé et gâteau maison ». Agatha entra. L'ambiance avait changé. Fini la décoration prétentieuse et le minimalisme froid. Des nappes à carreaux rouges couvraient les tables et une odeur rassurante de scones et de confitures flottait dans l'air. Lily Tanner était derrière le comptoir, souriante, bien que ses traits soient encore tirés. Elle servait Edith Prowse, qui semblait avoir retrouvé sa bonne humeur et son appétit. « Madame Raisin !» s'écria Lily en la voyant. Elle contourna le comptoir et vint serrer les mains d'Agatha. « Je ne vous remercierai jamais assez. Sans vous, je serais encore terrifiée ou pire, en prison. »« N'exagérons rien !» grommela Agatha, bien que les louanges agissent comme un baume sur son égo meurtri. « Je n'ai fait que mon travail. Comment vont les affaires ?»« Merveilleusement bien !» répondit Lily. « Le propriétaire des murs a accepté de me louer l'endroit, et Madame Prowse a eu la gentillesse de me donner quelques conseils pour le menu. » Edith Prowse leva une tasse de thé d'un geste royal. « J'ai simplement suggéré qu'on revienne aux fondamentaux, Agatha. Des sandwichs au concombre avec la croûte coupée, mais pas en triangles isocèles ridicules. Et un vrai Victoria Sponge. La modernité a du bon, mais on ne plaisante pas avec la tradition. »« Et Célia ? Enfin, Brenda ?» demanda Agatha. « Enterrée par la municipalité, » dit sèchement Edith. « Personne n'est venu réclamer le corps. Triste fin. Mais c'est ce qui arrive quand on essaie de péter plus haut que son derrière, si vous me passez l'expression. » Agatha commanda un thé et une part de gâteau, qu'elle mangea avec une satisfaction vindicative. Le gâteau était délicieux, moelleux, sucré, bien meilleur que les créations artistiques de la défunte Brenda. Derek Hargreaves entrait dans la boutique l'air un peu penaud. Il tenait un bouquet de fleurs qu'il offrit maladroitement à sa femme, assise dans un coin avec des amis. La réconciliation semblait en bonne voie. Le village guérissait. L'ordre social était rétabli. Les méchants étaient punis, les gentils récompensés. Et les maris-volages rentraient au bercail, la queue entre les jambes. Seule Agatha restait, comme toujours, l'élément perturbateur, qui, une fois la crise passée, se retrouvait seule. En sortant du salon de thé, elle croisa Bill Wong. Il n'était pas en uniforme. « Je vous paye un verre au Red Lion », proposa-t-il. Agatha sourit. « Bill, vous êtes le seul homme fiable de ma vie. Allons-y. » Au pub, l'ambiance était chaleureuse. On salua Agatha à son entrée. Quelques habitués levèrent leurs verres dans sa direction. « À Agatha Raisin », lança le boucher. « La terreur des cambrioleurs. » Agatha fit une petite révérence ironique. Elle s'installa au bar avec Bill. « Alors, James part en Écosse ?» demanda Bill après avoir commandé une pinte et un gin tonic double. « Apparemment, » soupira Agatha. « Il dit qu'il a besoin de calme. Je crois que je lui fais peur, Bill. » Bill la regarda avec affection. « Vous faites peur à tout le monde, Agatha. C'est pour ça qu'on vous aime. Vous êtes la seule personne capable de regarder le danger en face et de lui dire que sa cravate est moche. James reviendra. Il revient toujours. Il a besoin de vous, même s'il est trop têtu pour l'admettre. »« Tu crois ?» demanda Agatha. Une lueur d'espoir rallumait malgré elle. « J'en suis sûre. En attendant, vous avez 2 chats qui vous adorent et tout un village qui vous doit une fière chandelle. » Agatha but une gorgée de son gin. L'alcool froid et citronné lui fit du bien. Bill avait raison. Elle n'avait peut-être pas le prince charmant, mais elle avait son royaume. Elle rentra chez elle à la nuit tombée. Son cottage, dont la porte avait été réparée provisoirement, l'accueillit avec son odeur familière de cire et de vieux livres.
Hodge et Boswell l'attendaient dans le couloir. Ils miaulèrent en chœur, frottant leur tête contre ses jambes. « Oui, je sais, je suis en retard », dit Agatha en enlevant son manteau. « Et je suppose que vous mourrez de faim, pauvre martyr. » Elle alla à la cuisine, remplit les gamelles, puis se prépara un plateau repas. Des restes de lasagne qu'elle fit chauffer au micro-ondes, un verre de vin rouge et un paquet de cigarettes qu'elle gardait caché pour les grandes occasions. Elle s'installa dans son salon, les chats repus ronronnant à ses côtés. Elle repensa à Brenda Snook, cette femme qui avait voulu s'inventer une nouvelle vie, une nouvelle identité pour échapper à ses erreurs passées. Au fond, Agatha n'était pas si différente. Elle aussi était venue à Carcely pour fuir sa vie londonienne, pour se réinventer en dame de la campagne. La différence, c'est qu'Agatha ne fuyait pas avec l'argent des orphelins. Elle fuyait juste la solitude. Et pour l'instant, la solitude semblait avoir perdu la partie. Elle leva son verre vers la photo de James qui trônait sur la cheminée. Une photo qu'elle avait volée lors d'une fête des voisins et qu'elle refusait de rendre. À ta santé, James Lacey. Cours en Écosse si tu veux. Mais souviens-toi d'une chose. Où que tu ailles, il n'y aura personne comme Agatha Raisin pour te sauver la mise. Et quand tu t'en rendras compte, je serai là. Probablement en train de râler, mais je serai là. Elle prit une bouchée de lasagne brûlante, grimaça, puis sourit. Demain était un autre jour. Il y aurait d'autres crimes, d'autres mystères et d'autres occasions de prouver qu'elle était la reine incontestée des Cotswolds. Et qui sait, peut-être qu'un beau jour, un nouveau voisin s'installerait. Un voisin riche, beau et qui préférerait les femmes de caractère aux plantes vertes. L'espoir, comme les mauvaises herbes dans le jardin de James, repoussait toujours. Merci d'avoir accompagné Agatha dans cette délicieuse mésaventure. Si vous avez aimé l'histoire, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et pourquoi pas la partager avec un ami qui aime un bon meurtre accompagné d'une tasse de thé. À la prochaine fois, restez curieux et bien au chaud.